Bonjour, ici Jeff Cochon. Et Charles Castonguay, bienvenue à Pas sorti du bois. Yeah! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de la poudre protéinée Ultra Recovery, la chose à intégrer à votre routine post-entraînement. C'est pas compliqué, c'est une poudre hyper protéinée qui est conçue pour améliorer la récupération des athlètes d'endurance. Ça vous aide à développer vos muscles, à réduire les douleurs musculaires et à faciliter la réhydratation. Avec 24 g de protéines complètes, 525 mg d'électrolytes et 4 g de BCAA par portion, il y a tout là-dedans pour vous aider à vous reconstruire, à faire le plein d'énergie puis à vous réhydrater après un gros training. Question de rebondir encore plus fort le lendemain. C'est simple, tu mélanges une scoop de poudre avec 400 ml d'eau et bang, le tour est joué, tu bois ça 30 minutes maximum après ton effort. Mais si vous voulez pimper un peu la recette, moi je vous conseille de remplacer une partie de l'eau par du lait de soya ou autre lait végétal, puis de couler un espresso là-dedans, que ce soit avec la saveur chocolat ou vanille de la poudre protéinée Ultra Recovery, ça goûte le ciel puis ça te remet sur pied pour attaquer le reste de la journée. Pour l'essayer, ça se passe sur le nac.com, tu remplis ton panier, puis avant de payer, tu utilises le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS et bang, 15% de rabais sur ta commande. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 156e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux gars qui sont chacun venus 2 fois, fait que c'est des voix que vous allez reconnaître, c'est des histoires que on n'aura pas besoin de recommencer à vos débuts, à votre naissance, parce que normalement, les gens ont déjà écouté l'épisode. Jeff Cochon, Charles Castonguay, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Bonjour! Yes, merci pour l'invitation. Écoutez, c'est le premier épisode en présentiel dans mon sous-sol depuis vraiment longtemps. Les derniers ont tous été à distance, à Zoom, les cafés du vendredi, là, on est de retour. On s'était parlé, on était supposé faire un autour du feu, ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, on a nos épisodes autour du feu que j'ai fait avec Jeff et Ellie Cochon il y a 2 ans. Je l'ai fait avec plusieurs personnes, 5-6 fois. Là, il y a plein de raisons pour qu'on le fera pas. La première chose, on fera pas de autour du feu pendant qu'il y a vraiment une situation avec des feux qui est vraiment pas évidente en ce moment. De un, il y a ce côté-là, puis de deux, ben il fait froid dehors en ce moment, il y a plu toute la journée, fait qu'il y avait rien qui s'y prêtait, fait qu'on va se faire ça en épisode standard dans le sous-sol, mais l'élément qui différenciait les autour du feu, c'est que c'était vraiment encore plus décontracté que Pas sorti du bois l'est déjà, puis on a de la bière, fait que je pense que on va être dans un mode autour du feu, mais dans un sous-sol. Comment ça va les gars? Ça va quand même bien. Ouais? Ça va quand même bien. Les jambes quand même un peu fatiguées, là, mais ça va passer. On en parlait avant qu'on commence à enregistrer. Les deux, vous êtes un peu pétés de vos dernières semaines. Ça va être intéressant de découvrir pourquoi. Des gros entraînements ou des gros voyages. On verra, Charles. Mais vous avez des gros défis qui s'en viennent cette année aussi, les deux. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant de plonger là-dedans. Vous avez pas fait un projet ensemble la semaine passée. Les fois que j'ai reçu des duos qui sont pas des couples ou des frères et sœurs, c'était souvent parce que c'était des gens qui venaient d'accomplir quelque chose ensemble. C'est pas le cas. Vous avez pas accompli un record ou un FKT ou une course épique ensemble côte à côte. Mais je me suis dit, je connais Jeff, je connais Charles. Je pense qu'on s'était jamais vu les trois ensemble, mais je suis comme certain que le mix va être le fun. Vous avez fait des projets d'FKT ensemble. Charles, t'es allé voler. On te le dit ici, on va être 2 contre toi, là, mais t'es allé voler FKT que Jeff et moi on avait. En fait, c'était mon FKT, Jeff t'avait embarqué. Je pense que le temps représentait pas ce que toi tu peux faire sur ce parcours-là, mais on l'a fait ensemble, ça avait été cool. C'est ça, exact. C'était un truc d'équipe, là. Fait que moi, je m'étais dit, ok, on met les 3 autour de la table, c'est sûr qu'on va avoir du fun. Yes, sir. On va parler de bière aussi. Certain. Parce que ceux qui se rappellent l'épisode avec Charles, l'épisode 72, si vous savez pas à quoi on fait référence quand on parle d'un pod crash, on vous laisse aller le découvrir. Charles, Je tiens quand même à dire que je suis pas comme ça dans la vie, là, je fais pas des podcasts à chaque semaine. Mais là, ça prêtait bien quand même. C'était une belle occasion. C'était une fin d'année, c'était festif. Puis toi et moi, on se parle souvent de bière encore aujourd'hui. Une fois par 2 semaines, on s'envoie une photo de bière dans Messenger. On aime la bière, mais on aime encore plus la course, je pense. Je sais pas lequel on aime le plus, dans ton cas.
T'as dit la course, hein? C'est ça Ouais. que t'as dit. Ouais, je pense que c'est la course en Ouais, premier. clairement, non. Quand j'étais plus jeune, tu sais, peut-être universitaire, j'aurais peut-être répondu la bière. Ouais. Là, je vais répondre certainement la course. Oui, là, c'est ça. absolument. C'est une blague, bien sûr. Je pense pas que les deux se comparent d'aucune façon, mais ça avait été drôle. Aujourd'hui, les boys, les gars de Noctem, en fait, l'équipe de Noctem nous a gâtés. Qu'est-ce qu'on a? Jeff, présente-nous ta bière. Yes, ben on a toute la même bière, c'est une lager mexicaine, c'est la El Gato Lime. El Gato Lime, donc une Yes. lager mexicaine, 4,5%. Ceux que les gens qui sont dans le coin de Québec... Attends, on va faire le petit push. Yes. C'était beau, ça. Yes. Ceux qui sont dans le coin de Québec, le Noctem a son usine à Saint-Malo, puis ils ont tout le temps des nouvelles bières. Si vous voulez les nouvelles Noctem, c'est là qu'il faut aller. Ça en est une. Fait que cheers, les boys. Cheers. Yes. Santé tout le monde. Merci. Écoute, ça fait plaisir, Charles. Ceux qui l'écoutent en vidéo remarquent même une pièce sur la table qui va peut-être... ça va attirer notre attention plus tard, mais là, je pense qu'on en parlera pas tout de suite. J'ai goût de commencer par le début d'année. Les deux, vous avez eu des gros débuts d'année. On est juste début juin, on n'a pas encore 6 mois de fête. La saison de trail au Québec vient de commencer avec la clinique du coureur il y a quelques semaines, mais la saison a commencé plus tôt dans vos deux cas. Vous êtes allés faire des courses un peu partout. Charles, commençons par toi. Gros début d'année, demi-marathon, marathon. C'est quasiment devenu un classique. J'ai l'impression dans ton parcours de commencer tes saisons sur de la route. Ouais, absolument. En fait, dans le passé, je m'étais toujours promis de pas m'entraîner pour un marathon ou un demi l'hiver parce que l'hiver au Québec, c'est dur. Là, il y a eu l'avènement du centre de glace qui a un petit peu changé la donne. Tu sais, tu peux faire des bateaux aussi, en fait, Jeff. Ouais, tu peux faire des sacrés belles intervalles à l'intérieur. La piste est roulante, c'est frais, c'est vraiment le fun. Fait qu'on dirait que ça m'a comme motivé à m'entraîner un peu plus pour marathon, pour route l'hiver. Parce qu'avant, tu sais, j'adore l'Université Laval, mais la piste de 200 mètres, là, on s'entend que... entre une piste de 200 puis une piste de 460 mètres, il y a une bonne différence entre les deux, là, au niveau moral. Là. Fait que, je sais pas. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, faire des longues de route à moins 30 des fois, c'est pas évident. Mais en tout cas, j'ai un bon crew avec moi, là, avec les 3 autres boys avec qui je m'entraîne, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, c'est devenu un classique. Là, ça fait 2 ans de suite qu'on va à Las Vegas, on a bien du fun là. Parcours super roulant, tu sais, pour faire des temps records, c'est illégal. Là, On avait parlé justement au Pod Crash que tu t'en allais quelques mois plus tard faire le Mount Charleston Marathon qui est assez descendant. Ah oui, c'est le marathon, c'est 1500 mètres de descente, puis le demi, c'est 550, je pense, de descente. Là. Fait que ça roule. Là. Il faut que tu sois capable d'encaisser le choc là, pendant tout ce temps-là, mais si tu t'entraînes pour ça, c'est quand même c'est le fun parce que tu regardes ta montre, t'es comme je tiendrai jamais ce pace-là, puis finalement tu le tiens, tu fais un temps que t'aurais jamais pensé faire. En même temps, moins 1500 mètres sur de l'asphalte, c'est non négligeable. T'sais, c'est pas, des fois, on entend parler de certains marathons qui sont un peu faux plat descendants, puis on parle de moins 50 mètres, moins 100, moins 150. Le train du Nord, c'est 190, moins 190. On parle de moins 1500, fait qu'il y a un entraînement quand même plus spécifique qu'aller faire un faux plat descendant de moins 100. Là. Non, c'est ça, mais un des entraînements qu'on avait fait pour le marathon, il y a 2 ans, justement, c'est on était parti de la ZIC des Martres, dans le coin de Lac-Arthabasca, des Grands Jardins, puis on avait descendu jusqu'à Saint-Urbain, c'est comme une trentaine de kilos, puis je pense que c'était ça, 800 mètres de négatif, puis à la fin, ok, tu cloques des 3,15 quand même assez souvent, mais les quads là, sont explosés, puis le lendemain, t'as de la misère à marcher. Mais moi, j'aime tellement ça, je trouve ça extraordinaire, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est sûr que tu peux pas dire que c'est ton personal best là, comme temps, là, mais juste le fait d'être là, puis de... Tu sais, on s'entend, les 4 gars, on va là, on a du fun un peu après aussi, on est à Las Vegas, tu vas jouer un peu, tu vas dans les bars et tout. C'est des beaux happenings, c'est des belles fins de semaine. Tu dis qu'on le calcule pas comme un PB, mais ça reste que votre chrono a pu se qualifier pour Boston, parce que l'année passée, vous aviez fait des solides temps, les 4 gars. Ouais. Cette année, vous êtes allé faire le demi à Charleston pour après ça faire Boston quelques semaines plus tard. Ouais. Comment s'est passé l'enchaînement des deux? Je pense que ça s'est bien passé. Moi, j'avais vu que c'était comme 17 jours avant, j'étais confiant que l'intervalle était correct. Pour récupérer puis tu sais peut-être refaire une longue entre les deux. Je pense que je referais la même chose honnêtement. Je pense que j'ai pas fait de contre-performance à Boston. Je pense que j'ai fait une bonne performance quand même selon les conditions qu'il y avait là ce jour-là. Je pense pas que j'aurais fait mieux si j'aurais pas fait le demi-marathon, je te dirais à Las Vegas. J'ai récupéré quand même assez bien de ça. Tu sais, une couple de jours plus tard, on recommençait à courir, puis je me sentais comme j'avais des ailes. J'ai été capable de faire une autre longue avec du tempo dedans, juste avant, peut-être 9 jours avant le marathon, ça allait quand même bien.
Fait que, tu sais, rendu à Boston, ben, je visais le 2,30 comme objectif A. 2,32, ça aurait été vraiment tu sais, j'aurais été vraiment content. Bon, il ventait beaucoup de face, il pleuvait, c'était pas exécrable comme journée, mais tu sais, c'était pas idéal non plus. On est parti vite. On a rentré le premier demi en 1,14,30, moi puis Guillaume Rioux. Ouais. Ouais, c'est quand même vite. Ça part fort, là. Ben, tu sais, on visait 2,30. Fait que, tu sais, mais là, en sachant que le deuxième demi est plus tough aussi, parce que t'arrives en bas, c'est les Newton Hills. Toi, tu le fais l'année prochaine, je pense, hein, c'est ça. Fait que, faut que tu sors les dents. Tu sais, t'as comme de 25 à 33. D'habitude, c'est déjà là que c'est dur, le marathon, moralement, mentalement. Puis là, c'était comme, avec les 4 côtes qui montaient. Puis, on l'a fait en auto. Puis, en le faisant en auto, 2 jours avant, j'étais comme... Ouh, ça va être tough, ça va être c'est ce qui est arrivé. Ouais, une bonne claque d'en face, puis c'est direct ça qui est arrivé. La première côte que j'ai fait, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Ouais. Fait que là, j'ai juste serré les dents. J'ai fait appel à mon mental de béton, puis j'ai fini quand même à 2h35 là, puis c'était très bien là. Je suis bien content honnêtement, là. C'est mon deuxième meilleur temps sur route là. Fait que puis même ceux qui font souvent des marathons, les gens qui en ont fait plusieurs, qui ont fait Boston à travers, c'est jamais là qu'ils ont fait leur PB. Je pense que cette deuxième moitié de marathon là, c'est casse-gueule pour beaucoup de monde. Puis même si c'est une bonne journée, ça reste que d'avoir des côtes de même en fin de course, ça doit péter pour tout le monde. Ouais, tu sais, puis David Sarah-Gagnon, il était là. Lui, c'était sa 6e fois qu'il le faisait. Puis, tu sais, David, il est capable de faire du 2,30. Pas facilement, mais tu sais, il est quand même capable de le faire tu sais, de façon relativement facile. Puis, il m'a dit, il m'a donné le côté, il part pas trop vite. Puis, lui, il était là aussi. Puis, lui, il a fait 2,29 cette journée-là, justement. Il a eu son 2,30. Puis, j'aurais peut-être dû l'écouter. Puis, mais tu sais, tu fais tout le temps un petit peu à ta tête. Hein, t'es comme, non, on y va. Puis, ben, c'est ça qui arrive. Mais c'est correct, c'est l'expérience qui rentre. Puis, tu sais, c'était mon 10e, 12e marathon, je pense. Mais même après 12, c'est comme ton premier. C'est pas comme ton premier, mais tu sais, t'essayes, puis t'espères. Puis, les entraînements que j'ai rentrés, ça me dit que je suis capable de le faire. Bon, j'ai pas fait de 42 km avant avec des côtes vers la fin. Fait que je sais pas si je vais casser, mais en même temps, bon, c'est qui n'essaye rien n'a rien non plus. Hein, fait que t'essayes. Puis c'est ça, exactement. À un moment donné, tu te plantes, puis c'est pas grave, tu recommences l'année après. Puis ça fait partie de la game. Comme je le dis, puis comme plein d'invités l'ont dit dans ton podcast, le processus est souvent beaucoup plus intéressant que la finalité elle-même. Fait que, J'ai l'impression qu'avec cette gang de gars-là, tu peux en parler un peu, vous êtes quatre amis, il y a une dynamique qui a l'air le fun, peu importe ce qui se passe sur le marathon après ça, avant, après, le processus, l'entraînement ensemble, j'ai l'impression que tout ça ensemble fait un tout qui est vraiment trippant, puis après ça, le jour de la course, il arrivera ce qui arrivera. Là. Exactement, tu sais, on trippe vraiment, tu sais, on s'entraîne en moyenne 2 fois par semaine, presque les 4 ensemble, je te dirais, tu sais, ça dépend des phases, là, un petit peu moins, justement, vu qu'on n'a pas d'objectifs qui s'en viennent, là, mais tu sais, on se tape les intervalles ensemble, on est pas mal tous au même niveau, tu sais, il y en a qui sont, mettons, les 3 autres sont un petit peu plus vite que moi, leur end speed est vraiment supérieur à la mienne. Moi, je suis capable d'aller tirer mon épingle un peu avec mon endurance sur des longues, fait que tu sais, on se challenge un peu comme ça. Fait qu'on a toutes nos forces, nos faiblesses, mais on se tire toutes vers le haut, puis tu sais, il y a bien des intervalles que je ferais jamais tout seul, que je montrais. Tu sais, mettons, j'en fais souvent avec Guillaume Rioux, puis une chance qui est là des fois parce que je me dis ben on est bien trop vite, puis finalement on la rentre, puis c'était bien correct finalement, tu sais, mon effort perçu était bien correct, puis je l'aurais fait bien plus lentement que ça, fait qu'on se tire un peu vers le haut, puis c'est jamais trop non plus, c'est tout le temps juste assez, fait que non, c'est vraiment cool d'avoir un groupe soudé comme ça, puis on se fait des fins de semaine de week-end choc, version route aussi des fois là, qui font je sais pas tout le monde. Vous avez vu passer ça là, la fin de semaine qui faisait du moins 45. Ouais, là. on a vu ça. Ouais. On s'est fait un double threshold matin et soir là, à moins 30 quelques, là, c'était amusant. Mettons à 4, c'était correct, là, tout seul, j'avais pas fait ça. Mais tu sais, quand tu l'as mis dans ton agenda, puis que la semaine d'après t'es booké, puis la semaine d'avant t'es booké, ben tu le fais, puis c'est ça. c'est clair. Ouais. Parlant de marathon, Jeff, ça fait longtemps qu'on te voit dans le paysage de la trail au Québec. T'as eu plein de succès sur plein de types de courses. T'es un coureur qui est très polyvalent en trail. On t'a vu sur du très long, sur du plus court rapide, avoir du fun puis performer. Là, t'as commencé ta saison, on va revenir à Madère, mais après ça, il y a eu un marathon à Ottawa. Ouais, ben c'est ça, j'étais allé, dans le fond, j'ai déjà un ami qui était qualifié pour Boston 2024, puis là, il était comme, les gars, embarquez donc avec moi pour Boston, tu sais, allez faire un marathon 3 heures, pour mon groupe d'âge, c'est 3 heures, tu sais, c'est sûr, vous êtes capable de courir 3 heures. Puis fait que c'est ça, on a décidé d'aller faire Ottawa qui était fin mai, là. J'étais allé avec un autre de mes amis, puis on a fait 2:54:30 là.
C'est-tu ton premier marathon de route? C'est mon premier marathon de route officiel. Ouais. C'est quand même drôle quand on voit ça, un premier marathon après combien de dizaines d'ultramarathons, puis de 100 000, puis de marathons de montagne. Non, c'est ça, il y a pas eu beaucoup de courses sur route là, dans les 10 dernières années. Là. 42 routes, t'avais déjà fait. Ouais, c'est ça, avec le Tour de l'île que j'ai fait 3 c'est fois, j'avais fait, puis justement mon PB sur le marathon théorique, je l'ai fait pendant le Tour de l'île. Ça donnait combien? C'était 2,48, 2,47, 2,48. Pour la petite histoire, je pense ça vaut la peine de le raconter parce que vous êtes là. Ouais. Il y a eu le Tour de l'île, qui est un FKT. Ben, en fait, le Tour de l'île est connu depuis bien longtemps, depuis la chanson de Félix Leclerc et bien avant. Mais depuis quelques années, il y a un FKT, un Fastest Known Time, qui est sur ce parcours-là, le 67 km. C'est Jasmin Guil-Fortin qui l'avait enregistré la première fois dans le cadre d'un événement, je pense, avec On. Puis lui, il a fait le Tour de l'île, c'était par équipe, il l'a fait au complet tout seul. Premier chrono, très bon chrono de base pour établir un FKT. C'était genre, il était pas loin de 5 flats du kilo sur 67 km. Très solide pour mettre la barre. Après ça, Charles, Guillaume, vous l'aviez fait ensemble, Guillaume Barry. Comment ça s'était passé, cette idée-là? Je me rappelle pas exactement, c'est-tu mon Guillaume, mais je pense qu'on avait vu passer quelque chose comme ça, mais on l'avait fait pas longtemps après, ça se peut-tu, ou c'était un an après? Je pense que c'était un an après. Mais j'ai vu passer un post, où Guillaume il a vu passer un post sur l'île d'Orléans, puis il l'a envoyé à l'autre en riant, dit on fait ça comme la semaine prochaine. Puis moi ou lui, il faudrait que je regarde nos conversations, on a répondu ben oui, let's go, pourquoi pas. Puis sa copine était libre cette fin de semaine-là, fait qu'elle a fait notre pacer, puis sur vélo, elle nous donnait des feeds, puis c'est ça, c'était juste pour le fun, puis tu sais, les deux, on est quand même assez en shape pour rouler quand même rapidement. Mais les deux, vous êtes, je pense, en fait, pas je pense, vous êtes des très bons athlètes de trail qui avaient une vitesse sur route. Exact. Ce qui n'est pas le cas nécessairement de tous les athlètes de trail. Moi, je te dirais que je suis un bon athlète de route qui a une bonne vitesse en trail. Ok, tu définis plus comme ça? Non, je sais pas, j'ai aucune idée. Si tu venais à la question éclair, je demande route ou trail, le monde répond vite. Jeff avait déjà répondu route aux questions éclair. Mais toi, est-ce que tu te vois, je sais pas s'il y a une définition, mais tu te vois-tu plus un coureur de route qui a transitionné vers le trail ou vice-versa? Non, non, je sais pas, honnêtement. Je pense que ma première course officielle, c'était, je pense, le 10 km de Baie-Saint-Paul. Ok. Ouais, la première course que j'ai faite. Okay, mais pendant plusieurs années, après ça a été Arikana, ça a été beaucoup de trail. Puis je pense que mon premier marathon Lac Placide, c'est là 6-7 ans, peut-être 7 ans. Fait que tu sais, il y a plus de trail un peu, mais je pense que c'est 50-50, honnêtement. C'est une belle polyvalence, c'est amusant. C'est comme présentement, je fais plus de route, fait que je te dirais route. Ouais. Puis en septembre, ça va être trail. Ouais, c'est ça. Fait que bref, Guillaume Barry, toi, vous le faites ensemble, parce que les FKT, on peut les enregistrer aussi en équipe. Vous aviez fait ça en combien de temps? Un petit peu moins que 5 heures, 4h48, je pense. 4h, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça, exact. Là, on parle de 2021. Ouais. Charles, Guillaume, vous le faites. Jeff, ça n'a pas été long après. Non? On l'a fait ensemble. Après. Mais toi, tu l'as fait solo? Non, tu après de 10-12 minutes. C'est parce que, dans le fond, moi, je l'ai fait 3 ans. Là. Je l'ai fait en 2020 avec un de mes amis. Puis justement, en 2021, on est retourné, je pense, après vous. Puis ouais, je pense que j'avais retranché même pas 10 minutes, de quoi du genre. Puis ensuite, en 2022, là, on est retourné. Je pense que c'était Charles qui avait comme contacté tout le monde. Il a dit, bon, on se le craint plus. Puis il y avait une bonne gang quand même, là. À 4 du kilo, là. Puis dans le fond, il avait embarqué Guillaume Barry, il y avait JP Thibodeau. JP Thibodeau. Puis on avait pas mal de pacers puis de crew, là. Fait que c'était vraiment, vraiment nice. Là, là vous êtes partis, tout le monde ensemble, en collant ça sur 4 flats. Mais est-ce que c'était dit d'avance que à un certain point, chacun y va à sa vitesse? C'était quoi le plan de match s'il y en avait un? Ouais, c'était ça le plan de match. En fait, on s'était dit, on veut tenir le 4 flats sur le Tour de l'île. Puis dans le fond, on s'est dit, bon, ben on tient le 4 flats, puis ceux qui lâchent, ben on les lâche. Okay. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé au final. Là. Fait que finalement, tout a enregistré un... Ouais, ben finalement, c'est moi qui ai tenu jusqu'à la fin, là. Dans le fond, Julien, il était blessé, fait qu'il a arrêté. JP Thibodeau, après le marathon, il en avait assez. Après ça, Charles t'a droppé une moment aussi, ouais. OK. À 57 environ. Un petit mur physiologique. Puis t'as arrêté? J'ai marché. OK. Puis j'ai reparti après 3-4 minutes de marche. Okay. Avec ma copine qui était à côté de moi. Puis j'ai été recapable d'aller chercher le même pace.
Mais on dirait que j'ai atteint un mur à un moment donné, là. J'avais eu la COVID. Tu sais, j'ai pas d'excuses pendant tout, là. Jeff était vraiment plus fort que moi cette journée-là, c'est sûr. Mais je sais pas, peut-être avec la COVID. En fait, je pense que la COVID m'a peut-être reposé, mais m'a peut-être fait perdre un petit peu de je sais pas, d'endurance sur le long, là. Mais en tout cas, c'est ça. Je me suis pas super bien alimenté aussi. Mais c'est ça, ça reste 67 kilos de route, là. Puis parlez-en parce que vous l'avez fait chacun plusieurs fois. Bon, pour finir l'histoire, Jeff finissons l'FKT. C'était moi et Guillaume qui restait. Puis là, comme vraiment pas loin de l'arrivée, là, à 2-3 km de l'arrivée, qui dans le fond c'est la lumière, là, la seule lumière que quand tu rentres sur l'île. Dans le fond, Guillaume il commençait à être vraiment pété, puis là il a comme eu un coup de mou, puis il a ralenti, puis là moi j'étais comme bon ben je l'attends-tu, mais là on avait dit on garde les 4 flats, fait que j'ai juste continué à 4 flats, puis c'est ça. Fait que finalement c'est moi qui ai le tour de l'île, là, mais tu sais Guillaume il est genre 2 minutes derrière, puis Charles il a 5 minutes là quoi. Fait que c'est un record qui tient depuis ce temps-là. Ouais, c'est un record qui tient depuis ce temps-là. Qui a toujours pas été non, touché. Tenté. Il y en a qui l'ont essayé. Il y a Sam Power là, qui en parle pas mal. Mais il y a encore rien. Anthony Larouche, je pense qu'il l'a essayé. Ouais. Puis qu'il était sur un bon pace. Je pense qu'à un moment donné, c'est le Tour de l'île. Parlez-en, c'est là que je voulais aller tantôt. Le Tour de l'île, c'est quoi la difficulté? Je veux dire, c'est de la route, c'est 67 km, mais beaucoup de monde l'ont tenté, le Tour de l'île. Beaucoup de monde ont arrêté, ont pas réussi à performer. Qu'est-ce qui est difficile dans cet effort-là? Ben, faut que t'aies une bonne journée de météo parce que quand ils vendent vraiment. Ouais. Puis, dans le fond, nous, dans le sens que le FKT est, on va vers l'ouest en finissant. Puis, les vents dominants sont de l'ouest. Fait que t'as le vent d'en face en finissant, là. Puis, dans le fond, on passe le marathon à 42, ça pointe est de l'île. Fait qu'après ça, il te reste comme un 25 kilos, là, s'ils vendent de l'ouest, comme la plupart du temps, ben, tu l'as vraiment d'en face. Ouais, c'est ça, il est dans un sens, quasiment. C'est ça qui est top, je pense. Je pense que la journée qu'on l'a fait, il était de l'est, par exemple. Ouais, fait qu'on l'avait tout le sud. C'est ça qui est tough, c'est que la partie sud est plus plate un peu, mais tu l'as comme un peu dans la face quand t'arrives sur la pointe. Mais t'as raison, les vents dominants sont plus de l'ouest, mais je pense qu'on l'avait fait début mai, fait que je pense que le vent vient un peu plus de l'est, là. Mais il était pas fort. Il était pas fort, exact. Puis quand tu tournes, puis que tu recommences vers l'ouest, que tu tournes vers l'ouest, tu t'attends à l'avoir un peu dans le dos, mais t'es comme dans une espèce de creux un peu du côté nord de l'île. Ouais, c'est vrai. Tu l'as pas pantoute finalement. Fait que tu l'as eu un peu de face de l'autre bord, puis là t'arrives dans le creux, puis là il y a des côtes aussi à monter de l'autre côté. C'est pas plat, là. Je me rappelle que c'est pas mal là que tu sais j'avais tenu plusieurs kilomètres après ces côtes-là derrière Jeff puis Guy, mais ça m'avait coûté des cartouches à ce moment-là. Puis ouais, c'est ça. Puis après ça ben t'as un petit vent d'eau jusqu'à la fin, là. Fait que le finish est vraiment le fun, par exemple. Le finish est flat puis est vraiment cool. Mais je te dirais que la pointe est, là, le vent de face plus les côtes après, c'est ça qui est cochon. Ouais, c'est ça. Félix Leclerc, il chantait que c'était un 42 000 de choses tranquilles. Pas quand tu le fais à la course, je pense. C'est ça, exact. En voiture, comme ceux qui font le tour de l'île en voiture, peut-être tranquille, mais il est rough, là. Mais je trouve que c'est un super endroit pour s'entraîner à Québec quand on veut faire des longues sorties. Moi, longtemps, j'habitais à Bois-Châtel, donc j'étais quand même proche, puis souvent mes longues sorties d'hiver, tu sais, quand les trails sont fermés ou quand les conditions sont pas belles pour aller courir, moi, je m'en allais faire des portions de l'île, 35 kilos en traversant le chemin du mi-temps, puis c'est magnifique, là. Puis c'est une belle place pour faire des longues sorties, mais c'est rough. Côté des femmes, le FKT est encore aujourd'hui à Laurie Girard, qui l'a fait même en self-supported, fait qu'il y a pas de FKT avec support. Parce que je lance ça dans l'univers. Je l'ai juste dit de même. Laurie, son temps est vraiment très impressionnant, d'autant plus qu'il était en self-supported, donc en autonomie, comment on peut le dire en français, une autonomie où t'as le droit de te laisser un drop bag, mais t'as pas le droit d'avoir d'humain qui vient t'aider. Mais bref. Je lance ça de même, tant qu'elle est sur le sujet. C'est semi-autonomie, ouais, c'est un bon terme. Ouais, voilà, c'est le bon terme. Fait que, ouais, Jeff, marathon, là, t'es qualifié pour Boston. Fait que là, l'an prochain, t'as déjà une course à ton calendrier 2024. En avril, ouais, ça va être Boston. Puis ensuite, on va construire autour de ça, là. Mais c'est sûr que je vais vouloir me faire un build-up marathon début 2024 pour ça, là. Est-ce que on est rendu loin, on est rendu à 2024, on reviendra à 2023, mais est-ce que le fait d'avoir un marathon tôt comme ça dans l'année, avec un fitness qui va se développer vers cet objectif-là, est-ce que le choix de course de trail qui va suivre dans les mois qui vont suivre, est-ce qu'il y a une stratégie là-dedans de se dire j'ai un build-up marathon, est-ce que je choisis quelque chose qui est un peu plus flat, plus rapide?
Non, je pense pas. Non, ça a pas d'impact. Ben, je suis pas rendu là. Encore On est loin quand même, là. On est quand même loin, là. Mais non, ça va juste me faire travailler ma vitesse. Puis après, je pense que ça va être quand même facile de juste transférer en trail, là. Tu feras une couple de semaines de 300 kilos, puis ça va être... Ouais, c'est ça, exact. Parce qu'il faut le dire, Jeff, ben d'abord, joyeux anniversaire en retard, mais ouais, pour ta semaine de 30 ans, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait 300 kilos pour ma semaine que j'ai eu 30 ans, là. Ouais, donc... Je me rappelle à mes 30 ans, j'avais fait 30 kilos de course le matin, 30 de ski de fond l'après-midi. Ma fête est en juillet, fait que le ski de fond c'était weird. Non, c'est pas vrai. C'était en février. Mais là, ça c'est next level quand même. Le 300 kilos. Comment ça s'est passé? Ben, tu sais, dans le fond, j'avais déjà fait plusieurs semaines à comme 2,50, 2,80, 2,70, là, mais comme 3 fois. Là. Ouais. Puis là, je m'étais dit, pour mes 30 ans, ça serait l'occasion là, juste d'aller franchir cette barre-là. Là. Puis ouais, ça s'est bien fait. C'est beaucoup sur route parce que veux pas, c'est le temps là aussi. Ouais. T'as pas le temps d'aller en trail. Mais dans le fond, je l'ai fait en 6 jours aussi là. Fait que parce que le mardi, à cause de la job, j'ai pas pu courir. Là. J'allais à une visite de soumission à Port-Cartier. Là. Fait que c'était pas une semaine que t'as pris des vacances pour ça. Fait que comment tu squeezes 300 km dans 6 jours de travail de quotidien régulier? Ben, il faut que tu doubles. Ouais. T'as pas le choix de doubler. Lundi, j'ai doublé, puis mercredi, jeudi, vendredi, j'ai doublé. Là. C'est un double de longue à chaque fois. Ouais. Puis comme j'ai pris du retard mardi, le lundi, j'avais fait environ 50. Là, le mardi, j'avais rien fait. Le mercredi, jeudi, j'ai doublé comme 30-35 là, à chaque sortie. Fait que, mais sur route. Fait que, tu sais, je partais après la job à 5h30, puis j'allais courir, puis des fois, je ramassais du monde. J'allais courir avec eux, leur sortie, puis là, je revenais chez nous, puis là, ça faisait quasiment un 30 kilos. Mais aussi, ce qui aide, c'est de te faire un parcours, là. Mm-hmm. Parce que tu te dis, je vais faire le tour de là, puis là, tu fais le tour, puis là, tu reviens un peu chez vous, puis là, t'es juste à 20 kilos, puis là, faut que tu repartes pour une autre boucle, comme, c'est plus tough. Fait que, tu sais, de chez nous, moi, j'étais à l'ancienne Lorette, j'ai monté jusqu'au Mont-Bel-Air, aller-retour. Après ça, un autre matin, j'étais allé jusqu'au lac Saint-Charles, puis j'ai descendu par les sentiers de la rivière. OK. J'avoue que rendu là, tu t'obliges. Quand t'es rendu à 17 km de chez vous, t'as pas d'autre option que de rentrer. Puis, mettons les cutes le mercredi matin de chez nous, aller-retour, ça fait 34. Fait que... Parce que c'est ça qui est drôle. Ça fait longtemps que t'es dans le groupe des cutes. T'étais quasiment jamais venu à une sortie cute. Puis là, depuis l'hiver, t'es là chaque mercredi. Mais pour ceux qui connaissent moins, les cute, groupe de course informel, pas trop sérieux à Québec, là, on s'entend qu'il y a rien d'officiel là-dedans, sauf que il y a une couple de belles camisoles avec des cornets, puis on a du fun. Mais les cute, traditionnellement, c'est 3 points de rencontre en ville à 6,15, 6,25, 6,45, je pense. 6,45, bref. Puis depuis que Jeff vient, il y a un point de rencontre à 5,45 à l'ancienne-Lorette, ou à 6 heures au Yuzu, à Sainte-Foy. C'est ça. Ouais. Fait que Jeff, en partant de l'ancienne-Lorette, a rajouté un peu de points de rencontre au cute. C'est parfait. Fait que là, j'ai goût qu'on parle de Madère. On parlait de vos débuts de saison. Après ça, on parlera de ce qui s'en vient et tout. Mais Jeff, t'es allé à Madère, puis t'avais un gros build-up. T'avais un gros moment là-bas aussi, de quoi qui est plutôt rare dans ton expérience de course. 3 semaines de congé à prendre, parce que moi, l'été 2022, j'étais sur le chantier encore au Nunavut, fait que j'avais pas pris de vacances, puis nous, nos périodes de vacances, c'est de avril à avril. Donc là, il me restait 3 semaines, puis la période termine fin avril, donc j'ai décidé de prendre mes 3 semaines, puis d'aller à Madère 4 semaines avant la course. Fait que... tu t'es acclimaté mieux que n'importe quelle course que tu as pu faire dans le passé à l'extérieur. Ouais, ça a été comment de t'installer là-bas autant d'avance? Un gros coup de cœur. Ouais. Les îles Madère, c'est vraiment, vraiment beau. Là. Je le conseille à tout le monde honnêtement. Là. Puis je pense que quand je suis revenu, à chaque fois que quelqu'un m'en parlait, je leur disais ça, puis j'avais les étoiles dans les yeux. Là. C'est vraiment un très beau paysage. Là. Qu'est-ce qui est particulier? Tu as fait de la Réunion, tu as fait de la Martinique, tu as fait plein de beaux spots. Tu sais, vraiment des paradis de la trail, des paradis de la montagne. Qu'est-ce qui fait que Madère a été autant un gros coup de cœur pour toi? Ben, c'est le relief. C'est un peu Jurassic Park, là. Souvent, le monde le décrive comme ça, puis c'est quand même une belle image, là. Puis c'est vraiment les reliefs, là. Tout est vraiment, vraiment accidenté. C'est quand même une petite île, donc quand tu te promènes en périphérie de l'île, ben, tu peux juste monter, là, vers les montagnes, puis tous les villages sont à flanc de montagne. Puis c'est vraiment beau. Puis il y a aussi des randos quand même assez faciles parce que là-bas, il y a plein de levadas qui appellent, c'est des canaux d'irrigation qui amènent l'eau principalement de l'ouest de l'île vers l'est. Puis dans le fond, ces canaux-là veulent pas y suivre les courbes de niveau à 1% de pente pour que l'eau coule.
Fait que ça, il y en a des kilomètres et des kilomètres, là. Je pense qu'il y a comme 1000 kilomètres de ça sur l'île. Puis tu peux courir Ouais, dedans. parce qu'il y a tout le temps un petit chemin piétonné Ok. à côté, parce que pour l'entretien. Ouais, j'avoue. Fait que tu peux faire le tour de l'île sur des levadas, là. Puis c'est vraiment beau, puis c'est vraiment particulier de te promener en suivant une courbe de niveau, puis tu sais, tu fais vraiment toutes les canyons, toutes les arêtes de montagne, fait que c'est vraiment intéressant, puis il y en a qui vont à des endroits comme plus touristiques, fait que ouais, c'est vraiment un vrai coup de C'était cœur, amusé. là, c'est le fun, ouais. T'as fait le parcours, je pense, quelques fois aussi. Ouais, avant ben, de faire la course. comme j'étais arrivé 4 semaines avant, dans le fond, la première semaine que j'étais là, c'était comme la dernière semaine de mon gros bloc d'entraînement. Puis après ça, j'avais 3 semaines pour récupérer, fait que c'était comme parfait, fait que j'ai décidé de faire 2 fois le parcours. Fait que Rien dans le de fond, moins. j'ai fait 2 fois le parcours en 4 jours, là. Fait que ça Fait que m'a t'as fait donné- l'aller-retour. Ouais, j'ai fait comme l'aller-retour en dormant dans le milieu. Puis dans le fond, c'était simple parce que j'étais en hôtel, fait que j'avais juste à traîner de la bouffe de course pour comme 2 journées. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que la nuit dans le milieu, ben il y a pas trop d'épicerie, mais Ok. au départ, dans le fond, j'ai fait arriver départ puis départ arrivé. Ok. Au départ, c'est une ville, fait qu'il y a une épicerie et tout là, fait que c'était parfait là, j'étais pas vraiment en fast pack là, j'étais comme en day hike là. Comme c'est parfait, là. Ouais, c'était vraiment parfait. Fait que ça donnait une semaine de comme 285 kilos puis comme 40 Si près heures, de l'objectif de 300. 40 heures sur pattes là. Aïe, aïe. Ouais. Ça, Mais c'était ta semaine de c'était récupération ou... non, c'était c'était le bloc là, c'était le gros bloc. Le préparateur physique pose des Ouais. questions, là. C'était quoi? C'était 4 semaines avant, fait que t'avais, Ouais, c'est t'avais ça. l'opportunité de récupérer en masse. J'avais hein. 3 semaines après, ouais. Exact. Ça a-tu été dur de faire un vrai taper? Sachant que t'es là en vacances, que t'as, entre guillemets, juste ça à faire, t'entraîner, jouer des montagnes? Non. Non? Non, fallait le faire. Ça fait partie de la game, là. En général, je suis quand même capable de faire mes tapers, là. Ouais, pas On dit rendu là, je veux dire, t'as rien à gagner, t'as fait ce que t'avais à faire, fait que... La sagesse, hein, c'est pas son Mais premier surtout barbecue. pour, hein. surtout pour des ultras, là, dans le fond. Ah oui. Tu sais, le monde demande souvent, qu'est-ce que je fais pendant mon taper? Puis là, moi, je suis comme, sérieux, un taper d'ultra, faut juste arriver reposer à la course, là, fait que t'as le droit de pas courir, là. Ouais. Tu sais, tu vas pas devenir ankylosé parce que tu cours pas, là. Le but, c'est juste d'être reposé, là. Mais j'ai le goût qu'on entre là-dedans parce qu'on a un préparateur physique, on a un gars de trail que ça fait longtemps que tu fais ça. Le taper, on peut-tu le démystifier parce qu'on entend plein de choses, puis ce que tu viens de dire, on l'entend aussi, le taper, faut pas trop arrêter parce qu'il faut rester réactif. Moi, de ma perception de non-professionnel, j'ai l'impression que c'est des relents de la route où je pense que pour un marathon, tu peux pas passer 7 jours sur ton divan. Mais en trail, on a vu plein d'exemples. C'est Dylan Bowman qui a raconté que pour sa Hard Rock légendaire en 2021, il a fait un chrono de fou. Il a été comme 10 jours absolument rien faire avant, alors qu'en marathon, on n'entendrait jamais ça. Charles, parle-nous du taper, théoriquement, ou de ton expérience de marathon, puis après ça, on en parlera plus l'aspect trail là, avec vous deux. Ben, je te dirais que, justement, j'ai lu une étude là, récemment là-dessus. Dans les dernières évidences, là, ils disent, là, justement, comme Jeff a fait un peu, là, je te dirais, 4 semaines avant, ça devient ton plus gros bloc ou ton plus gros bloc de volume, d'intensité ou peu importe ce que tu veux faire. Puis ensuite, il recommande là de diminuer de environ 20 à 25% ta quantité d'intensité et de volume par semaine. Donc si mettons c'était 150, là tu tombes à je fais un calcul rapide. Tu peux prendre 100 si tu veux. Ouais, 100. Tu vois, exactement. Merci. 100 à la base. 100. Fait que là tu tombes mettons à 80, Ouais. 75, après ça tu peux tomber à justement là il faut que tu prends ton 80, tu fais 20% de 80, là Ok. tu tombes à 60, Ok. après ça etc. jusqu'à ta course. Tant dans le volume que dans L'intensité doit rester quand même élevée, mais Ok. tu peux augmenter les repos et retrancher un petit peu de quantité là-dedans. Ok. Fait que dans le fond, c'est de maintenir un bon niveau d'intensité, mais en augmentant justement les repos pour pas justement brûler ton système nerveux, puis tu sais, aller pas gruger dans tes réserves un peu trop. Mais c'est justement augmenter les repos, puis peut-être si tu faisais, je sais pas, ton entraînement en type, c'est 20 x 400, mais faisant peut-être 14 que 15, puis la semaine d'après faisant 12, etc. Fait que tu vas pas tant diminuer non plus, parce que sur route, moi, mon expérience, c'est que tu deviens quand même flat là, quand tu fais 3 semaines de trop de repos. Pour des ultra longues distances, que le hand speed, tu sais, la vitesse maximale ou la vitesse de seuil est moins importante, peut-être que ça a le moins d'impact, là, comme tu dis. Mais c'est sûr que pour des événements comme des 5 km, des 10 km, des marathons route, là, c'est mieux de
de diminuer, mais de garder une intensité qui va quand même assez élevée. Là, puis on va voir aussi des fois que dans les shakeout runs, la petite course pré-course, justement, la dernière sortie, on va mettre un peu d'intensité là-dedans. C'est ce qu'on va recommander dans des efforts justement plus marathon. Tu vois, moi, mon type là de shakeout pour marathon, ça va être ça. Ça va être à peu près 1 km à mon pace que je veux faire marathon. Après ça, je prends un repos, je sais pas, de 5 minutes. Puis après ça, je vais faire des strides, des accélérations, des 30 secondes, des 20 secondes, 4-5 fois. Un petit peu plus rapide pour réactiver ton système nerveux un peu. Sans bien sûr s'impacter pour le lendemain. Exactement. Puis tu prends des longs repos. Fait que si tu fais un 30 secondes, tu peux prendre 3-4 minutes de repos même. C'est juste pour activer justement ton système nerveux, ta réactivité et tout, pour pas trop t'endormir. Mais chacun a sa recette. Hein. Il y en a qui font des shakeout runs 2 jours avant. Il y en a qui c'est la veille. Moi, j'aime beaucoup la veille. Il y a du monde qui le font. Si la course est le samedi, des fois ils font jeudi, puis son repos vendredi complètement. Il y a plein de recettes, puis il faut juste les essayer pour voir qu'est-ce qui marche. Puis ce qui est plate là-dedans, c'est que ce que t'as essayé la première fois, ça va peut-être pas marcher à la deuxième non plus. Là. Ah non, c'est ça. Fait que vas-y avec tes feelings beaucoup, puis si t'es vraiment fatigué la veille de ta course, ben peut-être que tu devrais juste te reposer puis pas aller en faire de shakeout run. Fait que la phrase classique c'est diminuer le volume, garder l'intensité, c'est pas mal ça. Là. Exactement, c'est pas mal ça la recette magique, je te dirais. Là. Okay. Ouais, pis entre elles, ben tu sais, je sais pas là, mais probablement quand tu t'entraînes, toi Jeff, pour des 100 kilos, des 160, tu vas 20 fois 400, ça doit pas être ton entraînement type, j'imagine là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, si c'est je sais pas des montées à seuil, mettons si tu fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, ça peut être 6 fois 5 minutes tu sais de power stride de seuil, ben tu sais peut-être en faire 4, 3 puis en couper une ou deux, augmenter un peu les repos à travers ça, puis ça devrait être pas pire. Là. Ouais. Toi Jeff, de ton expérience justement en course de trail, en long effort, en quelque chose qui est différent aussi. Je veux dire, un marathon, je pense, dès le premier kilo, tu vas être à fond dans ton pace que tu vises. En trail, je veux dire, un début de course, si tu gonnes le premier kilomètre, ça veut pas dire grand-chose. Toi, mettons, là, on s'en va vers le QMT, qui est ton 160 qui s'en vient. Entre maintenant, on est 3 semaines avant le QMT, puis là, comment tu fais ce taper-là? Ben, moi, le taper, j'essaie de le commencer 2 semaines avant la course, ça fait que dans le fond, le premier 2 semaines d'aller une semaine plus comme normale, pas une grosse semaine, pas une petite, fait qu'une semaine normale, puis la deuxième semaine vraiment le taper, donc diminuer le volume, garder l'intensité. Puis comme la deuxième semaine elle peut être vraiment taper là. Souvent ils disent bon 50% de ton volume là, mais moi je descends en bas de ça là. Puis pour des tapers pour des ultras, comme j'ai dit tantôt, moi je trouve l'important c'est d'arriver reposé là. Puis le sommeil aussi, des fois on va entendre dans des lignes de départ des gens un peu anxieux, stressés parce que la veille ils ont pas beaucoup dormi, le stress de la course, des fois les heures de départ sont un peu particulières, donc je veux dire on a connu les 3 à Ricana quand le départ est à 2h du matin, ta nuit d'avant est pas récupératrice, je pense que c'est plus un repos sur la semaine avant. Tu sais, si les 6 jours avant ta veille de course, tu réussis à faire des nuits qui, dans la vie, tu dors 7 heures, tu réussis à faire des 8, même si la veille de ta course, c'est une nuit blanche, tu vas arriver quand même beaucoup plus reposé que si tu as un sommeil un peu particulier. Mais la veille, tu fais une belle nuit, ça n'a pas nécessairement d'impact, là. Ouais, c'est vrai. C'est pas la nuit avant la course qui compte, c'est l'autre d'avant. Non, c'est ça. C'est vrai. Il y a beaucoup d'études qui disent que la nuit compte pas du tout, la nuit avant, mais parce que mettons ils vont faire j'en ai vu une il y a quelques années qui mesurait des performances TT de vélo, mettons un FTP, tu sais, un 20 minutes là sur vélo maximal chez 2 groupes, un qui permettait pas de dormir la nuit d'avant, fait qu'il réveillait tout le temps, il allait les déranger beaucoup, puis l'autre qui avait une nuit de sommeil, puis même que le groupe qui avait pas dormi avait des performances, je pense 1 ou 2%, c'est pas significatif là, meilleur, c'est pas significatif mais quand même, mais c'est quand même un 20 minutes, c'est pas comme un 24 heures, fait que ce serait intéressant de voir de pas dormir une nuit puis après ça de faire 24 heures d'effort, là peut-être que ça aurait peut-être un petit impact, mais pas, en tout cas c'est ce que je pense là, mais peut-être pas non plus. Ouais, ben c'est comme Jeff l'a dit, la nuit d'avant la veille de la course, fait que 2 nuits avant ton événement, c'est là que c'est peut-être le temps. T'as moins de stress dans le piton, t'as pas le stress du cadran, t'as pas l'anxiété de la course du lendemain, fait que on peut mieux dormir. Ouais, exact. On peut se donner un petit break aussi, puis s'assurer que la semaine avant, ça se fait. Fait que Jeff, on a parlé de la préparation, mais le Mute lui-même, cette course-là, on a parlé en masse au café du vendredi, j'ai reçu plein de monde, on a jasé de cette course-là avec Nico Dan notamment. Ouais. Comment tout ça s'est passé, ce 115 kilos-là, avec 7500 mètres de D+? Ça a relativement bien été, là. J'ai encore eu des problèmes de digestion là, en début de course.
vraiment péter les jambes plus tôt que prévu, disons-le comme ça. Puis ça a fini par passer, puis j'ai réussi quand même à bien progresser jusqu'au finish. Fait que je suis content d'avoir persévéré puis d'avoir terminé. Mais c'est sûr que je suis capable de faire un meilleur temps, là. Fait que, tu sais, immédiatement après l'arrivée, j'étais comme un peu, tout le monde me félicitait, good job Jeff, non, mais moi j'étais comme, non, là, comme genre, j'ai rien mangé pendant 30 kilos, pendant comme quasiment 4-5 heures, là, comme, oui, c'est un bon temps, mais tu sais, je peux enlever 2 heures à ça, puis ça sera encore meilleur, puis tu sais, je sais que je suis capable, mais comme c'est pas arrivé, puis en ultra, il y a beaucoup d'impondérables, puis faut que tu vives avec. Puis mais je suis vraiment content d'avoir terminé puis d'avoir traversé l'île là. Fait que ouais, c'est un super beau parcours puis je vais sûrement y retourner. Ouais. T'as un compte à régler là-bas. Ouais, exact. Tu peux-tu mettre le doigt sur ce qui s'est passé côté nutrition? Est-ce que t'as compris, t'as-tu tiré des leçons de ça ou des fois c'est juste une mauvaise journée pour Ouais, ben je pense que les départs de nuit ou de soir, c'est quand même particulier. On n'est pas habitué beaucoup à ça, malgré que ça fait plusieurs que je fais. Mais dans le fond, quand ça a commencé, j'ai commencé à moins bien digérer à partir de 4 heures. On partait à minuit, fait que 4 heures de course, il est 4 heures du matin. Ouais. Là, quand j'ai vu que ça passait pas, je me suis dit, bon, j'arrête de manger, comme j'accepte ma condition, puis je fais juste comme progresser, puis tu sais, je sais que je vais être capable de quand même progresser pendant un bon bout sans manger. Puis là, une moment donné, ben là, j'arrive à Cural Las Freras, qui est au kilomètre 63, puis là, on a en vue la plus grosse montée de la course vers le sommet de l'île, qui est comme un 1500 mètres. Puis là, j'ai essayé de manger à ce ravito-là, mais tu sais, sans trop me forcer. Puis là, dans le fond, dans la montée, j'étais complètement flat, là, vraiment aucune énergie. J'avais un peu de fatigue aussi. Puis là, Elliot, il m'a rattrapé dans cette montée-là. Fait que là, on a continué à 2 jusqu'au sommet de l'île. Puis là, dans le fond, j'avais déjà pris comme 3 gravoles. C'était pas des gravoles, là, mais tu sais, c'était... Ouais. J'étais allé à la pharmacie là-bas. Puis dans le fond, quand on est arrivé au ravito au sommet de l'île, il y a Jean Fortier qui s'est pointé parce que lui, il arrivait du 60, puis à ce moment-là, nos courses, ils deviennent la même fin. Avec tu l'as croisé sur le parcours? Ouais, sur le parcours, Okay. lui, il faisait le 60, puis il embarque dans notre parcours. Nous, on a comme 65, 70, là, dans ce coin-là. Puis là, on se met à parler à Jean, puis là, il était comme, ouais, puis là, votre course, ça va bien? J'étais comme, ouais, mais là, c'est quoi? On est à comme 74, puis on a 6000 mètres de D+, là. Vraiment un ratio de fou, puis là, j'étais comme moi, puis Elliot, on est pété, là, on n'est pas capable de manger, puis là, Jean était comme, j'ai des pilules de gingembre, je vais checker, il m'en reste comment? Puis il en restait 2. Fait que Jean en a pris une, puis moi, puis Elliot, on s'en est séparé une à 2. Puis après ça, j'ai réussi à repartir, puis je pense que cette pilule-là, ça a quand même aidé, parce que là, je me suis remis à manger, puis là, j'ai fait un bout avec Jean, une moment donné, je l'ai laissé, puis là, je suis parti à mon rythme. Fait que Jean a été le sauveur. Ouais, quand même. Mais tu sais, dans la montée avec Elliot, j'ai réussi un peu à remanger, lui aussi un peu. C'est revenu moins vite, lui un peu, mais il est quand même reparti de ce ravito-là. Puis moi, j'étais vraiment content quand j'ai su qu'il était reparti, là, puis il a réussi à terminer, fait que c'est vraiment cool. Ben, c'est toujours beau à voir aussi quand, oui, je veux dire, on aurait préféré pour vous autres que ça se passe super bien, que ce soit la course que vous voulez, le temps que vous voulez, mais de voir, peu importe qui on suit dans le sport, avoir des moments difficiles, mais serrer les dents, revenir de ça, finir la course, peu importe dans quelle position, peu importe dans quel temps, ce que vous avez vécu, n'importe qui dans le sport peut faire, ok, je veux dire, si ces gars-là peuvent faire ça, moi aussi je peux faire ça, mon objectif est de faire Arikana en X heures, ça va pas comme je veux, pas de raison d'arrêter, regarde, si t'es pas blessé, on continue, on serre les dents, puis ça finit toujours par revenir, là. Exact. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des pensées noires, à un moment donné, j'étais comme, j'arrive au ravito, j'abandonne, tu sais. Il y en a qui disaient, je suis venu ici faire le parcours, j'étais comme, je suis venu ici faire le parcours, mais je l'ai déjà fait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, mais tu sais, je suis arrivé au ravito, puis là, ma famille était là, c'était ma crew, puis dans le fond, il est arrivé 3 semaines aussi avant avec moi. Moi, j'étais arrivé 4 semaines, eux 3. Fait que ils m'ont convaincu de repartir, puis tu sais, je suis reparti, puis j'ai bien terminé. Avec la famille, le crew, on avait parlé un peu avec Ellie quand vous étiez venus sur le podcast ensemble, mais votre famille vous suit vraiment beaucoup
dans vos courses. On a vu ta famille en Transmartinique avec toi aussi Ouais. pour faire la course. Vous êtes vraiment un beau noyau serré. Tout ça te fait quoi quand t'arrives dans un ravito puis c'est ta gang qui est là, ça doit craquer, là. Ouais, ça l'aide vraiment. Ça l'aide vraiment. Là. C'est comme ils peuvent un peu me comprendre là, parce que moi quand j'arrive au ravito, je suis vraiment comme focus, je suis dans Ouais. dans ma bulle, puis tu sais souvent j'ai comme mon neutral face, puis là j'ai l'air de tu sais si ça va mal, j'ai l'air ça va bien, si ça va bien, j'ai l'air ça va mal, là, tu sais, mais eux ils sont capables un peu de comprendre ce que je ressens. Fait que ça l'aide vraiment. Là. Puis ouais, tu sais comme en Martinique, j'ai une tante qui est venue là, l'année passée, j'ai mon oncle, ma tante qui est venue aussi. Puis dans le fond là, moi mes parents sont à la retraite, fait que là ils étaient comme ben là, on va venir à Madère avec toi là, c'est pas vrai qu'on ira pas à Madère là. Ouais. C'est ça qu'on fait voyager nos proches quand il y en a qui aiment voyager, quand il y en a qui aiment nous suivre dans des courses, ben c'est ça que choisir des destinations, des courses qui sont aussi des destinations, ben ça fait que les mondes ont le goût de venir. Tu sais, il y a des courses qui sont dans le fin fond. Je veux dire, j'étais allé en Arizona en janvier, personne qui s'est battu pour venir avec moi, puis c'est bien correct. Là, je veux dire, y a rien à faire à Phoenix à part cette course-là. Charles, en Alabama, je sais pas à quel point t'avais il y avait des opportunités de tourisme en Alabama. En fait, j'ai découvert une gigantesque grotte en Alabama. J'étais allé visiter avec mes parents qui étaient venus avec moi et mon frère. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Il y a du monde qui t'ont suivi en Alabama. Ouais, exact. En fait, je sais pas pourquoi j'avais dans les souvenirs qu'on avait jasé que t'étais là tout seul. Mes parents, mon frère aussi qui a été là puis qui est pas du tout un coureur mais qui s'est converti en coureur parce que j'avais un pacer. Mais ton frère, il tue pas mal, il était allé à Javelina avec toi aussi, non? Ouais, il était là à Javelina aussi, c'était puis tu sais une chance qu'il est là parce que justement comme dit Jeff, de voir quelqu'un que tu connais quand t'arrives au ravito, ça fait tellement un refresh puis t'as le goût de repartir après puis quand ça va mal, tu te dis OK, ben dans 5-10 kilos, je vais voir telle personne, elle va me cheerer up, ça va mieux là. Puis tu sais, même s'il y a pas énormément de communication quand t'arrives, juste la présence, ça fait une méga différence sur ton bien-être. Juste un visage connu, point. Même si le ravito se fait comme un petit top rapidement, qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas d'échange, ça fait quand même toute la différence. Mais moi, en tout cas pour moi, ça fait une méga différence. Puis avoir un pacer que tu connais aussi, ça fait toute la différence. Comme à Javelina en Phoenix, Guillaume Larose était avec moi, puis tu sais, c'était extraordinaire là. Il a même senti à un moment donné qu'être en avant de moi, ça me nuisait, fait qu'il s'est mis en arrière de moi. Il a fait 40 kilos en arrière de moi, juste à chanter sa respiration, puis déjà ça me motivait à avancer, comme si quelqu'un me poussait dans le cul un peu. Fait que c'était parfait là. C'est ça que j'avais besoin. J'avais pas besoin de quelqu'un qui me tire en avant, j'avais besoin de quelqu'un qui pousse en arrière. Il l'a senti puis s'est mis en arrière puis il a fait 4 heures en arrière de moi, 5 heures en arrière de moi puis c'était parfait là. D'où l'attrait d'avoir quelqu'un qui nous connaît. Ouais, exactement. Ouais. Les gars, avant qu'on passe, parce qu'on s'est rendu jusque dans le présent, on a regardé ce qui s'est passé dans les derniers mois. Avant qu'on passe l'autre bord, êtes-vous dû pour un petit refill? Je pense que vous êtes Let's go. Ouais, parfait. On va prendre une pause. De toute façon, il y a nos amis de Noctem qui ont un message pour vous. Puis après ça, on se voit de l'autre bord avec une autre bière. Parfait, ça. Vous connaissez Noctem parce que c'est le partenaire de bière du podcast depuis l'automne dernier, mais connaissez-vous l'étendue de leur gamme de bières de micro? Pour vrai, c'est dur à battre parce que leur équipe est constamment en train d'innover, d'essayer des nouvelles affaires puis de mettre ça en canette. Si vous passez par Québec, vous pouvez visiter leur resto-pub dans le quartier Saint-Roch, mais vous pouvez aussi arrêter à leur usine directement dans le quartier Saint-Malo. Ils ont une salle de dégustation puis ils ont vraiment du choix. Écoutez, au moment d'enregistrer ce message-là, il y a plus de 20 produits différents qui sont disponibles à la brasserie Saint-Malo, dont la toujours excellente Catnip, leur IPA signature, ou la Elia, leur nouvelle saison, poivre du Sichuan et citron. Pour vrai, ça goûte l'été, ça a un petit punch épicé, c'est dur à battre. Noctem, ça fait 10 ans qu'ils sont là, puis le niveau de qualité de leurs produits a toujours été au plus haut niveau. Ça fait partie de leur ADN d'offrir les meilleurs produits possibles avec les meilleurs ingrédients. Quand vous ferez l'épicerie ou quand vous passerez par votre magasin de bière de micro, cherchez les canettes avec les chats dessus, c'est la signature de Noctem. Puis quand vous passez par Québec, faites le détour, vous le regretterez pas. Allez visiter le noctem.ca pour toutes les infos. Le chat est très beau en tout cas. Ouais, le chat est très beau. Ouais, il est bien plissé. Charles, présente-nous qu'est-ce qu'on boit. On boit l'empreinte. C'est une New England IPA de Noctem qui semble délicieuse. Donc cette New England IPA qui met de l'avant les houblons Simcoe, Ecuano, je sais pas c'est quoi celui-là, j'ai jamais entendu parler, et Citra. La structure du malt offre un support parfait aux composantes de cet amalgame de houblon et permet l'expression franche de toutes les saveurs. On va faire un silence les boys, silence. 3, 2, 1.
Wow. C'est bon. Les micros ont piqué pour une excellente raison. Hey, cheers les gars. Cheers. Avant qu'on reprenne, on est dans l'IPA, puis je voulais quand même rendre hommage à la gang de l'IPA Fun Run qui n'ont pas eu une décision facile à prendre cette semaine. En fait, les gars, vous le saviez pas, mais là, l'épisode va sortir une semaine plus tôt. On était supposé se voir ce soir, mais ça sortait dans une dizaine de jours parce que l'épisode qui était censé sortir aujourd'hui, c'était ce que j'allais faire directement à la IPA Fun Run. Ça fait un bout que je parle avec Jean-Philippe Lebeau, puis on s'est parlé cette semaine, en début de semaine, quand justement les feux de forêt ont continué de progresser, quand il y a eu des interdictions dans les parcs nationaux. Puis j'ai prêté quelques conseils à Jean-Philippe parce que avec leur gang, il fallait qu'ils prennent une décision. Puis c'est pas facile, c'est émotif, là. Je veux dire, c'est une gang de bénévoles qui mettent beaucoup de temps là-dedans, mais les gars retirent pas un sou. Ils ont créé de quoi d'assez fou, là. Je veux dire, il y a 3 ans, c'était 20 participants, là. C'est 700. C'est la IPA Fun Run. Moi, j'étais prêt à arriver avec des Noctem pour faire découvrir ça. Le concept de la course est malade. Mais dans la vie, moi, je fais ça de la gestion de crise. Puis tout, je leur ai dit, si vous avez besoin d'un regard extérieur pour vous aider, parce que je sentais que les 4 gars, je veux dire, sont passionnés. Puis finalement, j'ai rien eu à faire. Les gars ont pris la décision. Puis c'était la sage décision d'arrêter puis de l'annuler pour cette année. Mais je vais quand même lever un verre à cette gang-là de la IPA Fun Run parce que c'est plate de monter un événement, travailler là-dessus pendant des mois. Puis là, cette année, ils buildaient up. Là, il y avait un nouveau site web. Il y avait 700 inscriptions. C'était sold out. Il y avait de quoi de gros qui allait se passer dans la Naudière. Mais on s'entend, une course de trail versus des forêts qui brûlent, des villages qui sont vidés, des gens qui doivent abandonner leur domicile. Notre sport peut attendre, mais on va se mettre dans la voie de droite, puis on va laisser le monde qui ont vraiment de quoi faire d'important passer dans la voie de gauche, puis aller arrêter ces feux de forêt-là. Mais quand même, pour la communauté, c'est toujours plate quand on voit une course s'annuler. Fait que cheers de la gang de l'IPA Fun Run. Absolument, je pense que c'est la bonne décision, comme tu dis. Ils vont se reprendre l'année prochaine avec Ce n'est que 1500 participants, probablement. Ce n'est que partie remise. 3000 IPA, j'imagine. Exactement. Wow. Là, déjà, les autres, t'en amènes 2. Hein? C'est encore ça le concept, faut que t'amènes 2 IPA. T'amènes 2 IPA, puis alcool ou sans alcool, peu importe, t'es amènes, puis quand il y a pas de gagnant, il y a pas de classement. Par contre, plus tu finis vite tes parcours, plus vite tu peux piger dans la piscine à bière. Fait que c'est quand même un concept de course malade. Peux-tu sauter dans la piscine à bière? Je pense que ça peut faire mal. Si t'arrives vraiment à la fin, c'est peut-être ça la récompense de finir serré en arrière sur les cut-offs, c'est que il y a de la place pour sauter dans la piscine, il y a moins de bière un peu. Ça te fait un beau bain de glace à la fin. Et voilà, exact. Fait que voilà. Je disais qu'on allait regarder dans le futur, mais je pense, Jeff, c'est le temps qu'on parle à Charles de ce qu'il a accompli. Pour la petite histoire, l'année passée, dans le groupe des Cute, à Québec, je dis hey, moi telle date je fais une longue sortie, je veux faire un long projet, c'est un peu cave, c'est là que ça leur tente de me pacer, de venir faire le crew de nuit, c'est ça, j'avais oublié de dire que je me suis dit tant qu'à faire ce projet-là, faisons-le de nuit, ça va être plus drôle. Moi c'était juste un test de retour à l'entraînement post-saison morte parce que j'avais fait la CCC en septembre, j'avais une course en janvier, fait que mon break était en septembre-octobre, je veux tester un peu le fitness, je trouve un parcours de 100 km, c'est un FKT que Olivier Hubert-Benoît avait créé. Je vais faire ça. Jeff, il dit qu'il embarque. Finalement, j'ai déjà raconté, mais bref, on fait le FKT, on fait 94 km de gros fun en pleine nuit. Jeff a pacé du début à la fin, fait qu'on a eu le FKT ensemble. Puis là, moi, je veux dire, chaque fois que j'ai fait un FKT, c'est juste parce que j'ai le goût que d'autres mondes le fassent. Comme de dire, OK, je m'en vais le chercher pour essayer à qui je passe la POC. Puis Charles, ben, on en a déjà parlé longtemps, on en a parlé dans le pod crash, on en a parlé en dehors. Ta fascination pour le 100 km route dure depuis longtemps. Puis je pense même que pendant qu'on le faisait, Jeff et moi, on se disait, hey Charles, faut qu'il vienne essayer ça. Il va ben trop triper. Sinon, on est là à courir, puis on a mal, surtout moi. Puis je me disais que Charles va capoter ici parce que, pour remettre en contexte, gare à gare, on part de la gare de Rivière-à-Pierre, on descend à la gare du Palais. C'est pas un faux plat descendant, mais c'est principalement petite pente descendante, quelques petites côtes. C'est de la poussière de pierre. Ça roule du début à la fin. C'est de l'asphalte ou de la poussière de pierre. C'est très rapide. Charles, à quel moment t'as fait, OK, je vais aller l'essayer? Ben dans le fond, ça faisait beaucoup de sens pour moi d'essayer ça après mon build-up marathon. C'était parfait en fait. Là, c'était dans le fond 1 mois après Boston, avec mon build-up justement du demi de Vegas, de Boston. La vitesse était là. J'avais fait des très longues aussi. Il manquait juste peut-être une coupe de encore plus longue pour aller chercher l'endurance pour le 94, mais ça coulait dans le processus. Je t'avouerais que à un certain moment donné, je me questionnais, j'essayais de trouver un 100 km justement aux États pour voir. Il y en avait, je pense, un à Indianapolis. En tout cas, j'étais pas sûr.
Puis tu sais, tu m'avais lancé cette idée-là, puis moi c'était ça mon plan A. Puis j'ai essayé de voir, bon, je peux-tu plugger, profiter de mon processus marathon pour me plugger un 100 après, mais je me rends compte que j'ai bien fait de pas faire comme un 100 sanctionné sur route là, puis parce qu'avec la fatigue un peu du marathon et tout, j'ai remis ça plus tard, mais ça fitait bien, puis c'était parfait pour tester mes feelings justement sur un 100-ish. Puis tu sais, j'en ai déjà fait sur route des 100, mais bon, j'avais cassé, je voulais voir si j'étais capable de tenir un certain pace avec les ravitaux rapides et tout, puis c'était super. Ça s'est passé. C'est extraordinaire, dans le fond. Mon frère qui m'accompagne dans toutes mes foleries en tant que crew, il est venu me chercher, je pense, à 3h30 du matin. On est parti vers Rivière-à-Pierre. J'ai commencé tout seul. Lui, j'y avais donné les points que tu m'avais fournis. C'est ça qui est cool dans l'FKT, c'est que la personne qui l'a fait veut que tu le battes. C'est parfait. C'est même pas de le battre. Ouais, oui, c'est ça. J'ai tellement rien fait pour ça. Dans le fond, j'ai juste pris ton fichier. Puis je l'ai appliqué de A à Z, puis c'était parfait. Là. Dans d'autres sports, j'aurais envoyé, puis j'aurais falsifié les données pour qu'ils se mêlent, qu'ils me prennent pas le record, mais non, c'est pas ça du tout l'esprit du FKT. Puis tu sais, c'est ça, c'était vraiment, c'était cool. J'essayais de reproduire des circonstances où j'allais faire un 100 km route à l'automne. Donc, tu sais, j'avais planifié ma nutrition. C'était les seules choses que j'avais planifiées un peu plus à la lettre. Fait que tu sais, mon plan, c'était d'avoir un 70-80 grammes de glucides au moins, tu sais, des variés à chaque heure, puis tu sais, d'être vraiment sharp là-dessus pour voir si mon système pouvait le tolérer et tout. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même ambitieux. Oui, absolument. Comme gramme de glucides par heure, considérant la vitesse. Oui, je pense exactement. Que dans un trail ultra technique, ultra montagneux, tu marches un peu plus. Tu es capable de manger plus, puis rentrer 80 grammes de glucides. Pas de misère à le croire en trail, mais à un pace très rapide sur du plat, ça devait être rough. C'est dur, mais en même temps, quand tu le prends en liquide, mettons, j'ai été capable de, durant tout le 7 heures, j'étais capable de prendre un 500 ml à l'heure, puis tu sais, une coupe de gorgée dans les ravitaux rapidement, autres. Puis tu sais, je mettais beaucoup de glucides dans mes gourdes. Fait que moi, je suis un gros fan de Morten. Tu sais, du Morten 320, du Morten 160 320, ça t'en amène une bonne quantité en one shot. Ah oui. Tu prends 2 gels avec ça dans ton heure, puis t'es correct. Puis tu sais, c'est sûr que le Morten, à un moment donné, bon, ça goûte pas grand chose, mais tu veux varier un peu. Fait que tu t'amènes d'autres produits là-dedans. Là, tu sais, j'ai découvert le Chrono Light au citron. Ça goûte la limonade, c'est extraordinaire. Puis justement, PH, un ami à moi, il me donne du Pika aussi. Fait que tu sais, je mélange ça. C'était fantastique, honnêtement. J'ai pas eu mal au ventre. La seule fois que j'ai mal au ventre, j'ai fait un petit arrêt. J'ai bifurqué dans le bois 2 secondes. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis ressorti, mes jambes étaient fresh. On dirait que moi, c'est direct, hein. Quand j'ai mal au ventre, c'est pas pour toi, là. Tu sais, je vais faire ce que j'ai besoin de faire dans le bois. Puis après ça, on dirait que je suis flambant neuf. Puis je suis prêt à repartir. Genre comme si j'avais pas couru encore. Pourtant, nous, quand on l'a fait, ce parcours-là avec les Pacers, il y a personne qui a eu à faire cet arrêt-là. À un moment donné. Non? Ah non, je niaise, parce qu'à un moment donné, on a tous eu besoin de faire un pit stop. OK. En même temps. Non, pas en même temps. Puis Jeff était en avant, puis il était comme... Parce qu'à chaque fois, je veux dire, tu ralentis un peu, puis tout le monde continue de courir. Mettons que c'est moi qui arrête, ben les Pacers continuent de courir. Tu drops le pace, puis là, quand le coureur est en arrière, ben... Il rattrape, à un moment donné, je me rappelle de Jeff qui fait « Là, vous auriez pu vous coordonner. » Je pense qu'il y avait Julien, il y avait Simon-Pierre, il y avait François, c'était une gang, puis à un moment donné, c'était comme là... on peut faire ça comme tout le monde ensemble. Là. Aller faire caca en groupe. Il peut y avoir une distanciation, là, mais on aurait pu faire un bien meilleur temps. Mais c'est ça, je te dirais que ça a super bien été. C'était vraiment cocasse parce que je suis parti, lever du soleil, c'était vraiment cool. Tu sais, commencer à Rivière... Ben, vous savez commencer à Rivière-à-Pierre, dans le fond, tu commences, puis 2 km plus loin, il y a une traverse de train. Ouais. Il y a eu un train qui a passé. J'entendais un train, j'entendais des sirènes de train, des klaxons, pis j'étais comme, bah, il est loin, ça va être correct, puis là, je pars à course. Ben, j'arrive à la traversée, le train m'a fait perdre 1 minute au moins, là, j'étais comme, ça faisait 1 minute que je courais, puis 1 minute, genre, de perdu déjà, j'étais comme, bon. T'as quasiment le goût de recommencer. Exact, ben, j'y ai passé, honnêtement, pis j'étais comme, bon, là, regarde, j'ai comme, bon. Tu vas faire un 100 kilos total, fait que tu fais l'aller-retour, tu repars au départ, tu reviens, c'est fait, là. Puis, non, c'est ça, tu sais, la première section, tu sais, il y a des bonnes montées quand même, puis après ça descend quand même vers Saint-Raymond, fait que ça, c'était quand même le fun, j'étais capable d'avoir un bon pace là,
là, tu sais, mettons, je roulais dans les montées 4,20, 4,30, sur les plats 4,5, 4,10. Puis je te dirais sur les plats du 4,15 puis dans les descentes du 4,5 à peu près. Fait que c'était quand même le fun jusqu'à Saint-Raymond. J'ai eu là mon paceur est embarqué, Guillaume Larose, on a fait un bon bout il m'a pacé un bon bout. Surtout, je te dirais qu'il a été vraiment utile sur la section de Duchesnay jusqu'à passer Shannon un peu, que c'est faux plat montant un peu, que tu le sens pas tant que ça, mais que quand t'es à genre 4,20, 4,10, un moment donné, c'est ça, il te fait chier un peu. Ouais, c'est ça. Puis tu regardes en avant, puis c'est une ligne droite, t'es comme, il finit pas le maudit faux plat. Ça, on l'a pas vécu. L'avantage de le faire de nuit. Voilà, ça finit pas, là. L'avantage de le faire de nuit, c'est qu'on n'a pas tant vu ces choses-là. Parce qu'on était de nuit dans un corridor. Ouais, c'est ça, exactement. Ta lampe frontale. Fait que, tu sais, je me disais de jour en le faisant, ça de jour, ça doit être longtemps. Ouais, nous, dans le noir, tu vois rien, là. Puis, tu sais, mettons, j'ai fait mon premier, le premier 42, 3h05. Puis, justement, cette section-là, ce deuxième 42-là avec Shannon, qui finit avant la descente vers Québec. J'ai fait 3h15 parce que mentalement, j'avais de la misère à gearer up. Puis même si Guillaume était là, puis à un moment donné, j'ai arrêté de marcher une fois 30 secondes parce que mentalement, j'étais comme... Je suis juste plus capable de ce bip de faux plat-là. J'étais à bout. Finalement, tu sais, comme, ça a passé, puis après ça, justement, les 10 derniers kilos, c'est fantastique, là, tu sais, tu descends, puis j'ai été capable d'aller rentrer du 3 à 45, mon meilleur kilo, là, à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'avais encore de la forme, puis je suis vraiment content, là, du temps final. Ça m'a donné 6h57, 4,29 du kilo de moyenne, puis ça me donne un bon repère de ce que je suis capable de faire pour un 100 km sur route sanctionnée. Dans un contexte vraiment plat, sans... Exact, plus plat, parce que c'est quand même 450 mètres de dénivelé positif, puis 600 négatif, tu sais, c'est plus descendant, mais pas 450 mètres, tu sais, tu montes quand même, là, même si c'est un faux plat, tu le sens, là, puis fait que tu sais, sur un environnement un peu plus plat, avec des vrais ravitaillements que mon frère il fait des ravitaux extraordinaires, mais il faut quand même que j'arrête. On échange la bouteille, je remets des gels et tout, puis c'est pas comme une table que tu grabes un gobelet ou quelque chose puis tu repars, là, tu sais. Fait que tu sais, mettons, je pense qu'en actif j'avais du 4,22 du kilo à peu près. Fait que c'est quand même bien, puis c'était vraiment c'est cool parce que ça me donne un barème de me dire je sais que je suis capable de faire du 4,5, 4,10 probablement si mon entraînement est sharp pour ça, puis que j'ai pas fait un marathon, un demi-marathon avant, puis que tout est dédié pour ça. C'est mon événement A, ça c'était comme mon événement comme B, C, là, puis c'était je profitais du stretch pour y aller, l'essayer, puis mais je suis vraiment content de cette expérience-là parce que c'est dur, tu sais, marathon, tu connais ton demi, tu le sais, tu sais, c'est comme du seuil un peu, fait que t'as déjà une idée dans des intervalles, qu'est-ce que t'es capable de faire, 100 kilos sur route plat, c'est dur de gager, tu sais, je vais-tu à 4,5, je vais-tu à 4,10, je vais-tu à 4,15, ça va-tu être si je vais à 4,10, ça va-tu m'hypothéquer comparé à 4,15? Peut-être pas tant que ça, tu sais, plus mentalement, à la fin, tu sais, fait que c'est dur fait que là, au moins de l'avoir fait une fois, là, je sais que, mettons, du 4,20 actif, je peux descendre ça à 4,10, 4,5, puis tenir ça, puis grinder à la fin pour rentrer un bon temps, puis mon objectif, là, c'est justement un 100 km en Virginie, en décembre prochain. OK. Puis, tu sais, honnêtement, c'est une petite course, là, c'est sanctionné, mais c'est... L'année passée, il y avait 10 participants. Fait que ça va. Fait que tu sais, je pense que le record de parcours, c'est 7h20 à peu près. Fait que tu sais, moi, je vais essayer de faire du 6h59, 58, ce qui correspond à du 4,10 du kilo à peu près, là. Fait que, on s'en va vers ça. On va advienne que pourra, on va s'entraîner pour ça, puis fait que c'est ça l'objectif A qui s'en vient? Ouais, exactement. Ouais. Pour l'automne. Ouais, c'est ça. Pour l'automne, ouais, absolument. Tu sais, je vais m'amuser entre elles tout l'été. Moi et ma blonde, on a des plans géniaux qui s'en viennent. Mais l'objectif A de l'été, ça reste d'autres choses, là. Ouais. Ça reste le Big Wolf Backyard, là. Mais c'est ça. Ça, c'est un autre plan. Voilà. Fait que là, je pense que c'est le temps. C'est le temps? Les gens qui regardent... Tout ça pour dire qu'on te remet officiellement à la calotte de chauffeur de train dédié Est-ce que tu m'adoubles? Je t'adouble? Au FKT. Tu m'adoubles. Ben oui, bien sûr. Attends. Je pense que ça vaut la peine. Je pourrais décrire ça pour ceux qui le regardent pas, mais Charles est à genoux et Yannick lui met la calotte sur la tête. Et voilà. Comme un vrai roi.
Parce que si tu regardes même à l'intérieur, ton chrono est déjà écrit. Ah, t'es sérieux? Parce qu'il y a une tradition qui s'est faite, c'est que pour la petite Ok. histoire, Oh, ben oui. pour la Les petite 3 histoire, chronos c'est sont que là, officiellement. Olivier Hubert-Benoît avait créé ce segment-là entre les deux gares, a fait le premier FKT. Puis quand j'y avais écrit une couple de jours avant de l'essayer, j'avais dit « Hey, je m'en vais essayer ton record et tout. » Il fait « Ah, ok, parfait. Je vais commander une casquette de chauffeur de train et je vais venir te la donner à l'arrivée. » Fait que finalement, Jeff et moi on finit. Olivier nous donne la casquette de chauffeur de train. Fait que là, je me dis « Ok, c'est cool. » Puis là, je me dis « Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour qu'elle devienne comme un objet mythique? » Fait que là, j'ai mis le temps d'Olivier, j'ai mis le temps de Jeff et moi. Puis là, j'avais dit « Ben, peu importe qui va le finir la prochaine fois, on va lui donner la casquette puis on va écrire son temps dedans. » Malheureusement, j'étais à l'extérieur de la ville quand tu l'as fait et que j'ai pas pu venir t'accueillir, mais là, je me suis dit, voilà, on fait ça devant le micro, devant la caméra. Cheers, Charles, Merci, 6,57. Merci. Je pense que tu peux t'attacher à ta casquette, ça va être long avant que quelqu'un batte ça. Mais comme je disais tantôt, je pense que la personne qui peut le battre est à côté de moi, là. Puis, Peut-être. à la base, on était supposé peut-être le faire ensemble. Puis là, Jeff, il y avait d'autres plans avec son 300 kilos, puis d'autres plans, mais je pense que peut-être l'année prochaine. On sait pas. Ouais, exact. L'intention était là, mais ça s'est pas passé. Ouais. Mais quand même, il y a un certain style. Ouais, quand même, cool, ça, c'est quand même cool. Le look est cool. J'ai l'impression même que tu peux flipper à palette, c'est quasiment ailleurs, c'est quasiment comme une casquette de trail. Ben oui, c'est parfait, ça. Voilà, fait Ça que va être une casquette de trail la prochaine course. c'est excellent. Fait que Jeff, si tu veux réécrire ton nom dedans, tu sais quoi faire. Ben, on peut faire la même chose, Jeff. On peut se dire, comme, on vise du 4-15. Ouais, puis celui-là qui lâche. C'est là qui lâche. Tant il pis pour lâche. lui. Hey, j'aime ça. Puis au ravito, on se donne 1 minute ravitaillement Ouais, c'est max. vrai. Il va falloir, Juste ouais. pour, tu sais, pour pas se dropper, là, ça serait poche, mais. Bon, on a un ravito roulant. Ce qui est encore mieux. Oh. Un ravito quoi? Un ravito roulant. Roulant. Comme sur l'île. Ouais. On a Ah, notre ben oui, ravito roulant. c'est vrai. Wow. Ouais. Ah, Ben écoutez les gars, il y a un plan qui se crée ici. Je vais m'immiscer dedans. Je vais être votre ravito. Je connais un peu le fichier Excel. Ben oui. Fait que, c'est parfait, ça. fait que écoutez, quand vous serez prêts, je serai là. Yes, sir. J'essaierai pas de vous pêcher par contre. Jeff, de ton côté, la grosse affaire qui s'en vient, c'est le QMT. Là, on vient de finir la trail de la clinique du coureur. D'abord, la trail de la clinique du coureur, c'est un bon test pour ce qui s'en vient. Ouais, quand même, ben moi je trouve que c'est un gros classique de début de saison là, la clinique du coureur. Ça fait plusieurs fois que je la fais, puis c'est vraiment à chaque année il y a quand même un bon plateau de coureurs là, tout le monde est là. Puis c'est vraiment les trails québécoises. Là. C'est technique tout le long, on est dans la forêt tout le long, pas trop de points de vue, de la racine en masse. Puis Blaise Dubois là, de la clinique du coureur là, il se fait un malin plaisir à faire la trail la plus technique possible. C'est clairement Puis, le trail le plus technique au Québec. Là. Ouais, je pense je crois que la portion ouais. Maelstrom, là, tabarouette. J'ai Parce pas que- fait cette année, j'étais content d'être sur le 30, de pas faire ce que vous faites sur le 50. Là. Ouais, parce Aïe, qu'il y a aïe. certaines, tu sais, il y a des courses que oui, c'est technique, mais ça va par portion, mais je pense Exact. que le trail de la clinique du coureur, là, comme il y a des portions dans toute la course, là, vraiment. À part Puis- 2 traverses de rue, c'est que du Mhm, technique exact. à côté. Là. Puis dans le fond, le 50 km, ben on fait 13 km dans le Maelstrom, puis dans le fond, la particularité, c'est que il y a pas vraiment de trail, c'est soit des trails de raquettes, donc vraiment c'est un peu sur le sol vierge de la forêt, puis ou ben c'est des sentiers qui sont créés tout simplement juste pour la course, donc ils sont pas aménagés, fait que c'est très très technique là. Moi le 13 km, ça m'a pris 1h40 là, fait que c'est très long là. Ah non, il est rough, là, c'est... Ouais. Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de cette course-là. Ouais. Puis, comme tu l'as dit, je pense que c'est la course... Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est la course de trail la plus compétitive au Québec. Sur le 50, sur le 30, tout le monde est là. Je pense que c'est un point de rendez-vous de début de saison. C'est la clinique du coureur avec une notoriété qui est là. Les gens veulent aller la faire. Tout à Les fait. plateaux ont aucun sens. Hein. Mm. Ça a bien été. Ouais, ça a bien été. Ouais, L'année je suis passée, bien t'avais content. fini J'avais sur le fini, pied du podium, ouais, 4e. la médaille en chocolat. Ouais, là, cette année, tu t'es dit pas de chocolat cette année. Ouais, fait que ouais, je suis quand même content de ma position, malgré que j'ai fait 20 minutes de plus que l'année passée. Le parcours était un petit peu plus long, puis ça a été un petit peu plus dur dans le Maelstrom. Mais ouais, je suis quand même bien content. Puis dans le fond, moi, à chaque année, la clinique du coureur, c'est un week-end choc, là. Fait que Ouais. je vais toujours doubler le dimanche ou même des fois la nuit du samedi à dimanche. Donc, c'est qu'est-ce ce que t'as fait j'ai dimanche? le dimanche. J'ai peur de la réponse. Alors, Week-end Choc 101. Alors, le dimanche, j'étais allé faire 6 montées du Mont-Saint-Anne, mais en montant à chaque fois par le chemin d'accès. Donc, j'ai couru toutes les montées. Ça c'est un 60 km.
C'est 54. Ça fait des laps de 9 km. Fait que 9 fois 6. Pour ceux qui connaissent moins le Mont-Saint-Anne, le chemin d'accès, c'est probablement l'une des rares pistes du Mont-Saint-Anne que tu peux louper comme ça plusieurs fois en courant tout le temps parce que c'est une montée douce versus la crête. Il y a peut-être du monde qui a cours du début à la fin la crête, mais tu peux pas faire 6 fois en courant. Là. Ça monte en 6 km le chemin du roi pour 600 mètres. Puis dans le fond, en général, j'aime bien m'amuser de monter comme plus direct puis d'aller dans différentes pistes ou différents sentiers. Mais là, dans le fond, je voulais un peu de spécifique pour mon prochain objectif qui est le Mont Washington Road Race qui s'en vient le 17 juin. Puis dans le fond, on monte le Mont Washington au New Hampshire par la route. Donc c'est 12 km puis 1400 mètres de D+. Puis là, ça finit en haut. Ça fait longtemps que tu veux la faire, celle-là. Ouais, ça fait longtemps. C'est quand même, je connais pas les stats, mais ça fait comme 5 ans que je m'inscris, puis c'est un tirage, puis là, j'ai été pigé juste cette année, là. Donc, ouais, j'ai bien hâte, puis c'est quand même une course, tu sais, le Mont Washington, c'est quand même iconique un peu. C'est le plus haut sommet de l'Est des États-Unis. Ouais, il est à 1900 mètres, ouais. Puis, je veux dire, c'est magnifique. Ouais. Puis on voit des voitures avec un bumper sticker marqué que this car climbed Mont Washington, pis t'es comme exact. OK. Je pense parce qu'un truc qui est épique pour les non coureurs, les non marcheurs, les non hikers, c'est qu'il y a une espèce de il y a une rail, comment ils appellent ça, c'est pas un train mais ils appellent ça le Cog Railway. Fait que tu peux monter au sommet par ça, pis c'est une espèce de vieille affaire sur rail, c'est épique et ça monte par une crémaillère dans le fond, exact. C'est une roue dentelée qui monte puis t'as une chaîne en plein milieu des rails puis ça monte de même. Fait que ça c'est une façon de monter au sommet qui est épique, mais il y a aussi la road qui est un chemin de 12 km, puis le temps d'un week-end, ça se transforme en course, puis ça se gagne vraiment vite, sérieux, pour de quoi de 12 km avec autant de dénivelé. Ça frôle toujours l'heure, il y a du monde qui l'ont fait en 58-59 minutes. Là. Ouais, le record de parcours, c'est ça, le 57-58, là, je me rappelle pas exactement, c'est à 5 minutes du kilo, là. Tout le long de même. Impressionnant. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, je sais pas quand l'épisode va être diffusé, mais au vertical, 7 km, 40 minutes le canyon aujourd'hui là. Wow. C'est extrêmement rapide. C'est très impressionnant. Parce qu'en ce moment c'est les championnats du monde puis juste pour mettons 1 km vertical, 40 minutes, c'est quand même un très bon temps. Le kilomètre vertical était long en distance, en kilomètres. Oui. Donc c'est super impressionnant. Tu sais, tu fais mettons 40 minutes à la Foulie. Puis c'est vrai, ça, non, à Fully, ça? Le KV de Fully, c'est là qu'il y a le record du monde. C'est ça, pas la Fully, ça c'est à l'UTM, mais un kilomètre vertical de Fully. Ouais. Si tu fais 40 minutes, tu gagnes pas, mais je veux dire, c'est extrêmement bon comme temps. Ouais. Mais là, 40 minutes sur un 7 km, tu sais, Fully, c'est 1.9, je pense. Ouais, 1.9 Fully. Pour un 1000 mètres de D+, là, c'était 7 kilos, c'est extrêmement à pic, mais je veux dire, aïe. Ouais. Nos Québécois font très bien, c'est cool de suivre ça. Hein. Il y a des Québécois dans chaque distance. Là. Demain, c'est le 85 kilos. On a David Jecker, Geneviève Asselin de Mers. Il y a qui aussi? JP Thibodeau qui est là. Ouais. Ça va être le fun à suivre. Fait que là, Mont Washington, 2 semaines avant le QMT. Ouais. Fait que c'est un bon build-up, un gros mois de juin. 100 miles. Deuxième tentative. L'année passée, t'as terminé deuxième derrière Sangay Sherpa. T'as fait ça en combien de temps l'an passé? 20 heures bas, là, 20h05, 10, 15, dans Sangay ce coin-là. était quelques dizaines de minutes plus rapide. 20-25 dans ce coin-là. Ouais. Okay. Environ. Fait que j'aimerais ça aller en dessous des 20 heures. Ouais. Ouais, puis je crois que c'est faisable. Dans ta préparation versus l'année passée, est-ce qu'il y a une différence? Y a-tu de quoi de plus spécifique? Y a-tu de quoi que tu fais différent à part aller monter le Mont Washington par la route? Non, pas vraiment. Il y a une meilleure constance, je pense, parce que là, cet été, je fais pas mes rotations au Nunavut, là. L'été passé, on faisait du 14-7. Donc là, il y a une meilleure constance. Puis, je pense que la forme est là. Ouais. Est-ce que quand tu repenses à la course l'année passée, t'identifies là où t'aurais pu aller gratter les quelques minutes qui te manquaient pour être sous les 20 heures? Ouais, définitivement, là, la montée ennemie du Mont-Saint-Anne, là, c'était, je pense que c'était le moment dans la course que j'étais le plus cassé, là. OK. Fait que je pense que là, il y a quand même à aller chercher du temps. Puis en début de course jusqu'au Mont-Saint-Anne, ça a quand même bien été. Je pense que si je peux refaire ce temps-là jusqu'au Mont-Saint-Anne, c'est bon. C'est après... Je pense que le Mont-Saint-Anne, ça a été dur, puis c'est après de rouler peut-être juste avoir un meilleur roulement, puis ça va me permettre de gruger des minutes, parce que t'as quand même, après le Mont-Saint-Anne, t'as comme un 50 kg qui est relativement roulant, peu de dénivelé comparé au début. Donc là, je peux aussi grappiller des minutes, là.
Ouais, c'est ça, c'est un parcours où tu vas chercher quasiment tout ton dénivelé sur le premier 110, puis après ça, ben tu zigonnes, tu tournes en rond dans ces pistes-là, puis c'est vraiment probablement très difficile mentalement. Puis j'ai parlé à plein de gens qui ont fait le QMT 100 000 depuis 2 ans, puis autant c'est une portion, comme tu viens de le dire, roulante, où tu tournes un peu plus en rond, tu reviens au même ravito, mais je pense que c'est ça qui fait que c'est difficile, c'est que mentalement, t'es démoli, t'es en fin de 100 000, là. On a tout fait des 100 000, on le sait qu'au 120e kilo, au 130e, c'est tough mentalement parce que tu sais ce qui reste, là. Ça reste un 100 mètres. Puis là, t'es dans quelque chose où tu peux avancer, que tu veux avancer, mais des fois, à 130 kilos, tes jambes veulent plus trop avancer. Puis là, c'est des kilomètres, entre guillemets, gratuits, versus dans le Mistachibo, versus à Sentier des Caps, que t'as peut-être des jambes, mais c'est technique, là. Exact. Puis mais tu sais le monde dit aussi que tu sais ça zigonne pas mal, mais il y a quand même des super beaux sentiers après le Mont-Saint-Anne, parce que dans le fond on descend côté nord du Mont-Saint-Anne, puis là on va jouer dans une piste de vélo de montagne, on arrive au Fondeur, puis là on va chercher la Pénélope, qui est une piste de vélo de montagne qui monte vers le Mont Saint-Féréol. Puis ça c'est vraiment une belle trail, là. Ah oui. Non, c'est un coin qui que ça fait un peu un genre de trèfle en boucle. Ouais. Mais il y a encore des très beaux sentiers, là. Je pense qu'ils sont juste vraiment tough rendus là pour peu importe qui m'en a parlé. ouais. Fait que après le QMT, c'est quoi le plan de match? Ben là, après le QMT, ça va aller en août avec le Trans-Charlevoix, le Arikana, puis la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion en octobre. Prise 2? Prise 2, ouais. Tant qu'être dans le sujet de refaire une course, on a déjà fait, qu'est-ce qu'on adapte. Tu l'avais fait en 2019, il y avait vous étiez quoi, une quarantaine de Québécois à aller faire les guerriers du Grand Raid. Les guerriers du Grand Raid. T'avais fait une préparation pour cette course-là d'une façon. 4 ans plus tard, avec ce que tu as gagné comme expérience, avec l'expérience de la course, comment on se prépare pour le diagonale? On écoute l'épisode avec Antoine Guillon. Merci, Tara. Ouais, aussi, ça peut vraiment aider, oui. Une parenthèse, ceux qui ont écouté l'épisode avec Antoine Guillon, quand vous êtes arrivé à La Réunion, qu'il y avait une délégation de Québécois, tu te faisais beaucoup comparer à Antoine Guillon. Je l'ai entendu, on l'a lu dans des articles, parce que t'as cette constance-là que mauvaise journée, bonne journée, ça va relativement toujours bien parce que t'as une constance, t'as une force mentale, je pense, qui fait ta renommée. Mais les gens comparaient, fait que ceux qui ont écouté l'épisode il y a 2 semaines avec Antoine Guillon, sachez que on comparait Jeff au métronome. Yes, ben je le prends, c'est vraiment un bon compliment, je pense. Clairement. Ouais, donc ben c'est sûr que l'objectif 1, ça va être de me battre moi-même, mais c'est un gros objectif quand même, considérant ça avait bien été. Ouais, que ça va être quand même assez bien été en 2019. Mais tu sais, je sais encore une fois où que je pourrais améliorer mon temps, puis c'est vraiment dans ma fat là, c'est là que j'avais pris un énorme coup de mou. Donc ben c'est sûr le parcours est un petit peu différent, mais je pense que l'objectif ça va être de battre mon temps, là, clairement. Puis ça va être de faire un gros build-up là avec des week-end shocks, parce qu'en 2019 j'avais fait quand même aussi un gros build-up là en juillet puis en août là. T'avais pas enchaîné, je pense, 3 courses en 3 semaines. Ouais, pis c'est ça. J'avais vraiment fait j'avais fait le KMT 110. La semaine d'après j'avais fait l'Ultra Trail du lac Kenogami, 50K. Puis la semaine d'après, j'avais fait l'Ultra Trail Academy 55, 57 dans ce coin-là. Puis ensuite, en début août, j'avais fait mes 22 montées du Mont-Saint-Anne en 24 heures. Puis ensuite, 2 semaines après, c'était le Trans-Vallée. Puis 2 semaines après le Trans-Vallée, c'était l'Arikana 65. Puis après, là, j'avais comme 6 semaines pour la diagonale. Fait que quand même un solide build-up, là. C'était un gros build-up, ouais. Bref, ceux qui écoutent, c'est pas d'hier que Jeff ça fait des beaux étés. non, c'est ça. Tu sais, souvent quand je parle un peu tout le monde, puis que je dis ce que je fais, tu sais, le monde me trouve un peu fou, mais tu sais, moi je suis comme ouais, mais ça fait combien de temps tu cours? Moi, ça fait 10 ans que je fais des ultras. Ah, c'est ça. J'ai pas commencé du jour au lendemain, là, puis je te conseille pas de commencer du jour au lendemain, là, tu sais, moi j'ai progressé vers là, puis là moi c'est ce que j'apprécie le plus là, je peux pas vraiment dire non à des propositions là. Si je dis non, c'est parce que ça me tente pas, parce que tu sais, je sais que je suis capable de le faire. Fait que si je dis non, c'est parce que c'est une mauvaise raison là, tu sais. Puis c'est que t'apprécies le processus aussi, je suppose. Ouais. Parce que oui, il y a les courses, il y a les dossards, mais à la quantité de week-end shop puis de défis intenses que tu te lances sur du multijour, des longues heures, des 24 heures, peu importe sur le Mont-Saint-Anne, faut que tu apprécies le processus aussi. Hein. Exactement. Moi, c'est passer des longues journées dehors que j'apprécie le plus. Là. Puis je le dis souvent, ça, comme
moi, dans mes trainings, je m'en vais pas faire 40 kilos avec tant de dénivelé, tu sais, je m'en vais faire le Sentier des Caps, je m'en vais courir au Massif du Sud, tu sais, j'ai pas, tu sais, je compte pas mon kilométrage, je dis, on va aller faire cette trail-là, elle est super belle, puis cette trail-là est 50 kilos, ben, that's it. Non, c'est ça. Faut la faire. Intéressant. Est-ce que dans ton build-up qui s'en vient, est-ce que des choses que tu veux révéler, mais est-ce qu'il y a des projets un peu champ gauche, parce qu'il y a des courses, oui, mais tu sais, à travers ça, t'en parlais de 2019, t'as eu je veux dire, ton Mont-Saint-Anne, à travers le temps, t'as aussi fait des FKT, Sentier des Caps, plein d'autres affaires. T'as-tu des projets comme ça à travers? Ben là, justement, entre le KMT puis le Trans-Charlevoix, j'ai vraiment rien de prévu, mais c'est sûr, j'aimerais ça essayer un FKT. Okay. Puis là, ce qui me trotte dans la tête, ça serait pas le Trans-Charlevoix, mais la traversée de Charlevoix, ouais. Qui est comme un 105 environ, là, que c'est Guillaume Barry qui a le FKT. Fait que, ouais, j'aimerais peut-être ça essayer ça. Mais tu sais, j'ai rien d'officiel encore, là. Fait que, à suivre, puis c'est sûr qu'il va y avoir des gros week-ends. Donc, c'est ça, là, cet été, à la date, je suis à Québec, fait que, on verra où que ça va m'amener. J'ai comme l'impression que ce calendrier-là va se remplir. ouais, c'est sûr que oui. Toi, Charles, de ton côté, ça s'en vient vraiment vite. L'échappée, l'île aux coudes. Yes. Non seulement tu le cours, mais t'es impliqué. Parle-moi de comment c'est arrivé dans ta vie, ce parcours-là, mais surtout, ben, je veux dire, on en a parlé à l'épisode 71 ensemble. Tu viens de l'île, t'es passionné de l'île, t'es en amour avec ton île, t'es un excellent ambassadeur pour cette île-là. Mais cette course-là, le format que c'est, comment c'est arrivé sur ton radar? Ben en fait, moi, j'ai toujours eu dans la tête de faire découvrir les sentiers d'Île aux Coudres aux gens. Puis, tu sais, l'année passée, justement, je me demandais, bon, comment je pourrais faire ça. Ben justement, je suis devenu ambassadeur Lululemon, puis je me demandais c'était quoi mes projets par rapport à ça. Puis là, je leur disais, ben j'aimerais ça faire une course de trail à l'île, tu sais, peut-être mélanger du yoga avec ça serait le fun. Puis eux, ils me backaient là-dedans. Okay. Let's go, on te pousse. Fait que là, j'étais comme en train de monter un petit projet par moi-même. J'essayais quelque chose. Puis Marlene communique avec moi quelques semaines plus tard, puis elle me dit ben tu sais, on vient de racheter le grand demi-marathon de l'Île aux Coudes sur route, puis on aimerait ça faire une course de trail, fait qu'on aimerait ça que tu nous aides à dessiner les parcours. J'ai fait wow, tu sais, quand les étoiles s'alignent, l'opportunité parfaite. Tu sais, quand tu peux travailler avec une organisation qui est professionnelle, wow, qui est le fun à travailler, je veux dire, à Ricana, non seulement ils ont une rigueur, ils ont un professionnalisme, mais c'est une équipe, je veux dire, Joanie, Marlene, tout le monde, je veux dire, c'est des gens tellement merveilleux. Hein. Exactement. Puis tu sais, ils m'offrent en plus de faire un yoga le vendredi soir sur la pointe de l'île au coucher du soleil, c'est avec Guy Saint-Onge qui joue du piano en background. Tu sais, ça va être juste extraordinaire. Là. Ça va être extraordinaire. Mais je pense que ça va déjà passer à la diffusion. Non, on va être tout prêt. On va être tout prêt. Bon, extraordinaire. Fait que c'est ça. Dans le fond, le samedi, il y a le 23 classique du Grand Tour de l'île. Parcours qui a lieu depuis une dizaine d'années. Exactement. Souvent gagné par David Savard-Gagnon, juste en avant de moi. Ouais, c'est ça. On avait parlé aussi à l'étude ensemble. Combien de fois t'as terminé deuxième? J'ai fini 3, 4e souvent, parce qu'il y a toujours un autre gros nom. Mettons Benjamin Raymond, la dernière édition qui avait gagné, qui est un athlète exceptionnel aussi. Là. Mais bref, fait que je vais faire... J'ai pas participé à grand-chose là-dedans, parce que déjà tout était pas mal organisé. Je vais faire le samedi sur la route. Je vais essayer de survivre, parce que, bon, les dernières semaines ont été fatigantes et j'essaie de récupérer du 93 de mon enterrement de vie de garçon. Oui, mais félicitations d'ailleurs. Pas tant pour l'enterrement, plus que pour le mariage. Puis justement, on se marie dans le 22 juin à l'Île aux Coudres. Ok, c'est la semaine d'après. Exactement au même spot que la course, le site de la course de l'échappée va être. Ben, donc, félicitations à Catherine et toi. Ben oui, avec mademoiselle Catherine Lemire, l'amour de ma vie. Épisode 5, je pense. Exactement. Oui, ça c'est vraiment back in the days. Là. Il y avait Jeff, il y avait Catherine, il y avait les premiers invités. Ouais. Fait que c'est ça. C'est cool. Fait que le dimanche, finalement, on a ajouté la section trail. Ouais. Puis, ben, tu sais, on s'en doute un peu, là, les trails à l'île, c'est pas... c'est pas la clinique du coureur, là. Ça va du plat, ça sera pas du technique. On a essayé d'ajouter un peu de technique pour mettre un peu de grève, justement, pour, tu sais, rajouter le cachet île dans la course. Mais je pense que ça va être une belle première édition. Il y a un beau mix de 50% de chemins forestiers, comme du double track un peu, tu sais, des chemins de 4 roues. Il y a un bon 25-30% de grève. Mais tu sais, c'est pas de la grève comme mollasque, c'est du sable qui se défile en dessous de tes pieds. C'est quand même assez rigide. C'est pas le Gaspésia. Ben, je veux pas nous comparer, là, mais en tout cas...
J'ose dire que ça va être, Marlène riait parce que je disais ça, on est allé le courir ensemble là, quelques semaines, j'ose dire que ça va être le plus roulant trail et le plus beau au Québec. Les deux combinés ensemble. J'aime ça. J'enlève rien à Gaspésia, je suis sûr que c'est très beau, Oui. mais ça va être plus roulant que Gaspésia. Oui, c'est clairement. Clairement. À moins Fait que tu c'est fasses ça. livrer de la bouette sur les locaux, je pense que vous serez pas, ça se comparera pas. Exactement. Fait que on fait, tu sais, c'est ça, des bonnes sections de grève, tu sais, il y a même de la terre battue, Ok. quand même assez solide que tu pourrais même courir en souliers de route là, Ok. à un certain moment. Puis on finit sur la grève un peu. Fait que c'est la pointe de l'île jusqu'à l'autre pointe de l'île en zigonnant un peu à travers les sentiers, ça va être vraiment le fun, je pense. Ouais. On va s'ajuster avec les commentaires qu'on a. Bon, tu sais, s'il y a trop de grève, s'il y a pas assez de sentiers, etc. Mais on verra pour les années futures. Mais je pense que ça va être comme une espèce de course justement très rapide où les gens viennent faire un temps puis viennent honnêtement, tu sais, ça va être dur à battre en termes de vue là, parce que Ben, c'est clair, je veux dire, les locaux, t'as la plus belle vue de Charlevoix. exactement, t'as la vue sur le massif à la fin, au début t'as la vue sur les éboulements, on fait beaucoup de grève du côté sud, t'as la vue sur la rive sud, même le massif un peu, ça va être vraiment un beau trail là. Puis il y a beaucoup de monde qui font le combo. Ouais, exactement. Ça, c'est trippant parce que dans une optique, tu peux aller faire ta tentative de record sur demi-marathon. Tu peux choisir cette course-là pour plein de raisons, mais elle est super bien positionnée en début de saison pour faire un doublé vraiment Un petit trippant en week-end choc. J'enlève le petit. Ça, quand j'ai fait la table, 23 et 21, c'est petit, mais pour le commun des mortels, c'est un super beau combo. Pour quelqu'un qui peut peut-être viser un QMT 50, 2 semaines avant, faire 20-20, c'est vraiment un timing exactement. parfait. Puis tu sais, tu le fais à une bonne intensité aussi. Là, Ben oui. c'est vraiment cool. Non, je pense que ça va être une belle édition. Il y a aussi un 12 km, puis un 7 km. Le 7 km va être très roulant, vraiment rapide. Le 12 km qui passe un peu par la grève, les sentiers forestiers aussi. Fait que, puis peut-être, bon, si ça va bien l'année passée, il y a des options pour faire un 42 sur l'île. Hein. Tu sais, moi j'en fais là souvent des très longues sur l'île par les sentiers. Fait que pourquoi pas. Puis j'ai déjà un beau plan dans ma tête pour partir ça à un endroit épique aussi, puis finir à un endroit épique. Fait que ça serait manque pas d'idée. Tu sais, je t'invite d'ailleurs. Je suis pas mal sûr que si t'aurais pas fait de Washington, tu serais venu. Ouais, exactement. J'allais là. Mais dans le fond, vu que c'était un tirage, ben là, j'ai reçu le courrier. Ben oui, comme mais je te de quoi comprends. j'étais pigé, comme je me rappelais même plus que je m'étais inscrit. Fait que, t'as bien fait, ça c'est sera mon pas Washington. l'année prochaine. Ouais, mon Washington, c'est. J'ai l'impression que c'est là pour épique, rester. Ça fait une course, ça fait Ouais, je longtemps pense que qu'il est oui. là, qu'il fait partie du calendrier de course de route depuis longtemps. Mais là, Arikana a repris ça. Puis ce qui est drôle, c'est que Marlène faisait partie des fondatrices il y a 10 ans de cette course-là. Avec Julien. A quitté, est allé partir à Arikana. Ben, pas partir, mais elle a repris Arikana, blablabla. Et là, retour aux sources. On dirait qu'il y a comme un cercle qui se boucle là, mais j'ai l'impression que ça va devenir un incontournable assez rapidement. Ouais, je pense c'est ça, tu sais, je pense pas que ça va avoir jamais l'ampleur d'Arikana, la course d'Arikana, mais ça va être un beau opener de saison, puis je pense que ça va être très convivial, même s'il y a un volet élite, je pense que ça va rester très convivial. Ah oui, aussi, c'est ça l'objectif. Puis le fun, puis non, je suis bien excité par ça, ça va être une belle course, ça va être le fun de faire découvrir les sentiers puis les locaux d'une autre façon que sur l'asphalte. T'aimes ça d'avoir un chapeau différent dans la communauté? Ça fait longtemps que t'es actif comme coach, comme préparateur physique, comme coureur, mais là, tu rajoutes une corde à ton arc. Ouais, absolument. Pas directeur de course, mais créateur de course. Ouais, ben en fait, ils m'ont attribué directeur de course par la bande. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça l'implique là, mais en tout cas, j'ai dealé que je pouvais faire les deux courses, fait que je pense que je serais pas trop impliqué la journée de la course, mais c'est sûr que ça, je veux tellement que l'événement est bien que même après le 23 de route, je vais comme aller dans les sentiers puis essayer de baliser le plus possible, puis tu sais, je vais m'impliquer énormément. Mais oui, j'aime ça, je triple là, c'est vraiment cool là. Puis tu sais, vu que c'est mon île, tu sais, j'ai tellement un attachement pour les commerces là, pour les gens là, je veux que ça c'est cool parce qu'ils ont déplacé l'événement aussi pour qu'il soit mi-juin où c'est un peu mollo sur l'île, il y a pas beaucoup de tourisme, tu sais, ça commence plus à la Saint-Jean début juillet. Fait que ça rajoute un week-end en plus, fait que Tourisme Ilocos était enchanté de ça. Tous les gens sur l'île, tu sais, David, l'organisateur de la course là, qui travaille avec Marlène, il a appelé chacun des propriétaires de terrain pour voir s'ils pouvaient passer sur leur terrain, puis tu sais, je pense qu'il a fait 200 appels là, parce que la particularité de l'Ilocos, c'est que la grève appartient aux citoyens. Par bande. Ouais, exactement. Pour en fait, je peux en parler, c'est drôle parce que je pense que c'est une vieille loi des années 1900 en quelque là, qui obligeait que ça appartienne jusqu'à marée basse pour que les vaches puissent aller manger le foin de mer.
Je savais pas ça, mais C'est la raison. c'est, je pense, un des 2 endroits au Québec que la grève appartient aux citoyens. Exactement. Ok. Fait que, tu sais, toute la bande qu'il faut passer le sud, ben, il faut que t'appelles chacun des propriétaires pour voir s'il est d'accord. Puis il y a personne qui a dit non, évidemment, mais tu sais, il a fait un travail extraordinaire par rapport à ça. Puis tout le monde est super enchanté qu'il y a des coureurs qui viennent sur l'île, puis qui viennent même piler sur leur terrain. Là. Ils sont enchantés de ça. Ça va être une belle course. Ça va être un beau week-end. J'ai très hâte. Très Quand hâte. tu donnes le goût, j'ai l'impression que beaucoup de monde vont écouter, on va dire, OK, 2024. C'est un parcours à mon image. Comme on en discutait off mic tantôt, moi je m'en vais beaucoup comparé à Jeff vers le moins technique, plus roulant. J'aime beaucoup ça. Qu'il y ait du dénivelé, ça me dérange pas, mais les racines, les roches pendant 100, 150, j'essaie d'éviter ça maintenant parce que j'ai découvert cette facette de moi-là qui aime courir, puis moins marcher dans une course, mettons. Là. Je sais que Jeff, il marche pas bien dans une course anyway, là, mais fait que tu sais, c'est pas très technique. Je pense que c'est 1 sur 10 technique. Ça va être très roulant, mais je pense pour quelqu'un qui veut un élite, qui veut aller vite, ça va être un bon parcours. Puis pour un débutant qui veut découvrir le trail, ça va être un très bon parcours aussi. Fait que ça va être le fun. Très intéressant. Puis c'est sûr que des courses plus roulantes, on en a peu au Québec. En termes de trail, c'est une très bonne chose qu'il y en ait. Ça fait partie, je veux dire, du sport aussi. Ouais, la diversité. Aux États-Unis, c'est à la côte ouest, ils ont quasiment que ça. Exact. Versus ici, on a que du technique. Fait que c'est exact. Très, très intéressant. Yes. Sinon, comme coureur, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? On a parlé tantôt de décembre avec l'objectif 100 kilos. On a parlé de marathon, mais là, entre les deux. Fait que, moi, je fais le doublé l'échappé. Je vais essayer de survivre. Il y a quand même un bon pack, honnêtement, là. Ça va être intense, là. Sur route, il y a des bons coureurs. Sur trail, il y a encore des meilleurs coureurs. David Savard-Gagnon fait les 2. Fait qu'il va peut-être me battre aux 2 cette année, malheureusement. C'est un gars qui lui est très souhaite. polyvalent aussi, parce que tu disais tantôt 2,29 à Boston. C'est un gars qui est rapide, mais qui a aussi gagné l'UTHC 125. Exactement. Il y a Benoît Didier qui vient aussi. Mes amis Ryu, La Rose vont être là. En tout cas, il y a un bon fil. Julien Lachance. Joanie aussi va peut-être le faire aussi. Donc, tu sais, il y a quand même un bon fil d'élite, entre guillemets. Fait que ça va être intéressant. Bon, après ça, dans mon calendrier, ça va aller au QMT 10. Oh! Ouais. Le 10 qui part d'en haut? Le 10 qui part d'en haut, pour ceux... Exactement. Les gens qui me connaissent un peu savent que j'aime bien ça me mettre à bloc en descente, descendre rapidement. Fait que je vais essayer de rouler le plus rapidement possible puis de me fracturer les Moi, je me rappelle d'une fois, Charles, on est allé faire un week-end choc pré-Bromont Ultra, juste avant la fois qu'on l'a fait en 2021. 2-3 semaines avant, on va au Mont-Saint-Anne, toi, moi, Dom Gladu. Puis on fait un bon training, tu sais. Puis on descend, je pense, c'est la Pichard en fin de journée. Pis t'as pogné genre du 2,40. Ça avait aucun sens. On est pété. Moi, ça faisait, je veux dire, je sais pas, on a fait un 30 kilos peut-être. Un peu pété. Tu sais, tu descends à Pichard, les quads un peu éclatés, fait que tu y vas. Puis Charles descend à une vitesse aucun sens. Fait que... moi, c'est mon plaisir de la vie. J'aime monter pour descendre. Honnêtement, c'est ça mon fun. Puis là, en plus, je me skip la montée parce que je pense qu'on monte en gondole. Je suis pas sûr, mais là, on descend après. Là. Fait que là, je vais m'amuser. Là. Je vais essayer de battre le record qui, je pense qu'il a été fait par un gars d'athlétisme qui est quand même assez rapide aussi. Fait que je vais essayer d'aller chercher ça. Bon, si ça arrive pas, tant pis. Fait que l'objectif, c'est que le lendemain, on marche peu parce que ça va faire trop mal. Exactement. Le week-end dernier, je me suis pratiqué un peu avec ma copine, justement, dans les trails de la Zec des Martes et au massif un peu, là, en descendant, en se cassant bien les quads. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça donne le rendu là. Puis après ça, c'est le Big Wolf. Wolf, que là, les 2 derniers backyards que j'ai fait, je m'étais fixé des barrières mentales un peu limite à 30-35 heures. Le dernier à Edmundston, ça allait tellement bien. J'étais juste un peu tanné. Je parlais, le gagnant, Jody Isidore, il était là, puis on a fait 2-3 books ensemble. Vraiment un chic type, c'était vraiment cool de le connaître. Lui, il avait un peu l'intention justement d'aller au Canadien. Moi, j'avais Javelina à ce moment-là. Fait que je me suis dit, bon, tu sais, je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Je me sentais vraiment bien physiquement, mais mentalement, j'étais un peu tanné. Fait que j'ai décidé de faire ma dernière book en 27 minutes avec mes Alpha Fly. Comment réussir sa sortie? Exactement, puis d'arrêter ça après. Puis lui, il a eu justement le Silver Ticket, je pense, ou peu importe pour les Canadiens à ce moment-là. Il est complexe le système quand même. Ouais, c'est complexe. La backhand en général. Demandez à Yvan, il va vous expliquer ça. Moi, il me l'explique à chaque semaine, puis je suis pas sûr de comprendre encore, en tout cas. mais lui, c'est là ce qu'il explique. Fait que je suis pas sûr qu'il comprend tout ce que la dit. En tout cas, on verra, là, mais... Est-ce que tu penses que de se fixer un objectif ou de se dire ça serait cool de faire 30 books
fait qu'à un moment donné, à la 31e, ton corps fait comme, ben voilà, c'est atteint, on absolument, shut down. c'est sûr et certain que ça te casse. Moi, les 2 fois, je m'étais dit 30-35. À ça, je m'étais dit, tu sais, je vais gagner ça en 32, 33. Puis on dirait qu'à 33, je parlais avec Jody, justement, puis j'étais comme, toi, ça va comment? Lui, il fakeait beaucoup parce que il était sur le bord d'arrêter, puis il me le disait pas. Puis c'est un peu la game du backyard aussi. C'est ça qui est le fun, là, tu sais. Puis là, je l'ai cru. Fait que j'ai fait, bon, ben, regarde, moi, je fais une boucle rapide, puis j'arrête après. Puis je veux pas aller au Canadien, j'avais Lina. Fait que, tu sais, j'ai comme, bon. Je lui laisse pas parce qu'en même temps il aurait pu gagner aussi, là j'aurais pu casser ben avant lui sur 50 boucles là. Mais oui, je m'étais fixé cette barrière là, puis cette année je me suis dit pas de barrière mentale. Encore là, je me suis dit bon, quand je vais avoir fait 50 books, ça va être correct, mais encore là j'essaie d'effacer ça de ma tête puis dire bon, le plus loin possible. J'oserais dire que je vais pour la victoire cette année, mais bon, regarde, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Il y a un gros field année après année aussi. Ah, cette année, c'est impressionnant le field. Ça va être... J'en parlais justement avec Stéphanie Simpson récemment par Messenger, puis ouais, tu sais, il y a un bon field, puis mais c'est ça, tu sais, si on se rend à 50, 60, tant mieux, puis j'oserais même pas espérer battre le record d'Éric Deshaies, là. C'est, dans ma tête, c'est inaccessible, mais en rendu là, regarde, ça va bien, puis je suis encore capable de marcher. Cette année, je me suis dit, tant que j'ai pas de problème mécanique, je vais continuer. Peu importe si c'est en rampant ou peu importe, fait que on va se rendre là. Puis tu sais, j'ai pas exploré ça, cette zone-là de 35, 40 heures. Peut-être qu'à 40 heures, je vais être complètement cassé, puis ça me tentera plus. Peut-être qu'à 48 heures, ça va bien aller. Tu sais, je veux dire... Exactement. Fait que, tu sais, moi, j'ai une technique un peu différente des autres que, vu que j'ai une bonne vitesse, je rentre mes boucles plus rapidement aussi, en 35, 37 minutes. Le 23 minutes de repos, il me fait tellement du bien. Ben oui, je repars, je suis fresh à chaque fois. La nuit, ça m'avantage parce que je peux faire des siestes de 20-25 minutes, puis je dors assez rapidement. Fait que je me dis, bon, sur 2-3 jours, peut-être que ça peut m'avantager. J'ai pas été explorer cette zone-là. Fait qu'on sait pas. Fait que t'as tes congés pour les jours qui suivent. Ouais, la première édition, c'est parce que j'avais pas pris de congé le lundi. J'étais comme, je voulais travailler. Je voulais travailler de m'emmener. Mais c'était aussi, je veux dire, c'était pas les débuts des backyards, mais on dirait que dans les derniers 3 ans, ce modèle de course a explosé parce que le record est passé de 50 à 70 à 101 vraiment rapidement. Toi, Jeff, le backyard, c'est un truc qui t'attire? Ouais, possiblement, mais c'est quand justement Rivière-du-Loup? C'est pour un ami. C'est le 15 juillet, 14 juillet. Ok. Ben moi je connais l'organisateur, hein, fait que si tu veux peut-être rentrer par la bande. C'est complexe rentrer. C'est sûr qu'éventuellement je veux en faire un, ouais. J'ai l'impression que tu sais, t'es un coureur de trail qui a une expérience de trail de long ultra, mais mentalement, je le disais tantôt, tu sais, on parlait du métronome Antoine Guillaume, mais t'as une force mentale de pousser longtemps. Puis t'as une vitesse de route, je veux dire, t'es FKT sur des parcours plus plats le prouve. Il me semble que t'as un bon prototype pour le backyard. Ouais, mais c'est tellement différent que c'est dur à dire. Là. Faut vraiment que tu l'essayes pour voir ce que tu vaux, là, parce que c'est vraiment... T'as un pace imposé, là, donc comme c'est vraiment... Ça ressemble à rien de ce qui se fait en course de trail ou de route. Là. Donc, c'est n'importe qui pourrait être bon à ce genre d'épreuve, là, fait que... Mais c'est pas le meilleur athlète sur papier, ou c'est pas le meilleur athlète d'un point de vue scientifique qui va remporter une backyard, loin de là, tu sais. Les gens qu'on a vu faire 101 boucles, c'est pas des gars qui vont faire les temps de marathon les plus rapides, c'est pas les gars qui vont gagner des 100 000 aux États-Unis dans des courses, c'est un contexte particulier, tu sais. Exactement. Fait que non, c'est sûr que je veux en essayer une éventuellement, là, ouais. Intéressant. Tu vois, tu sais, je pense que même à la fin, tu peux, mettons, t'es rendu à 50 boucles, t'es un peu cassé, tu peux marcher à la limite, tu sais, jogginer 1 kilo, marcher 1 kilo. De l'alternance marche-course. C'est pas de la performance de course plus que de l'endurance mentale, physique. Ça fait explorer d'autres zones qui sont très intéressantes, là, selon moi. Puis, si tu te rends très loin, ça te casse pendant un bon 2 semaines, c'est sûr. Ouais. Mais Charles, t'as vraiment une approche qui est très diversifiée dans le sport. Je veux dire, on a parlé aujourd'hui de 100 000 en Arizona, on a parlé de 100 000 en Alabama, on a parlé de FKT route, de 100 km route, de marathon. C'est important pour toi d'avoir cette diversité-là de types d'épreuves?
Ouais, absolument. Je pense que des fois, j'ai juste des bulles au cerveau, puis je me dis, je focus là-dessus. Comme l'année passée, c'était mon 100 miles, Javelina, j'étais comme, faut que je fasse un bon temps là-dessus, je veux rentrer une bonne moyenne. On dirait que dans ma tête, j'ai tout le temps la moyenne de vitesse qui est là. Même si je veux pas que ça soit ça reste un peu ça. C'est peut-être pour ça que j'aime les parcours roulants aussi, tu sais. Puis oui, j'aime la diversité, honnêtement. Je pense que de marathon à 100 km, même sur 160, tu sais, je commence à être un peu moins performant, mais je suis capable d'aller chercher des bons temps quand même. Mais tu sais, tout ce qui est entre 42, 100, que ce soit trail, route, j'adore explorer ça. Puis le 160, c'est juste que ça me sort tellement de ma zone de confort. C'est tellement après passer 100, t'as tellement c'est dur à expliquer le feeling que t'as qui te reste 60 km de course, puis t'as les genoux à terre, t'es comme comment je vais faire, puis finalement tu le fais, puis finalement au 110e kilomètre t'es fresh là. Ça va bien, puis au 120 ben t'es dans le pire trou de ta vie, puis après ça remonte. Fait que c'est fun d'explorer cette zone là, c'est très inconfortable, puis c'est un peu ça que j'aime aussi, mais je pense que mon confort est entre 42 puis 100, peu importe si c'est sur la trail ou la route, ouais, j'aime ça, puis je suis toujours un gars qui va aimer faire des intervalles, faire de la vitesse, fait que j'aime beaucoup la portion route pour ça. Puis la trail, ça me sort de ma zone de confort, puis j'aime ça explorer cette zone-là aussi, de me rendre à vomir au 159e kilomètre de Javelina, j'aime ça. Je sais pas pourquoi. À 1 kilomètre de l'arrivée. À 1 kilomètre de l'arrivée, vomir 3 fois de suite à chaque 100 mètres. Je sais pas pourquoi, mais ça m'apporte une satisfaction quand même. Je sais pas, faudrait... 5 minutes après l'arrivée. Ouais, aussi. Tu sais, puis ce qui est drôle, parce qu'on boit de la bière présentement, mais tu sais, pendant, mettons, 20 km, ça devient quasiment ça, ton objectif. Tu dis, OK, finir, la bière va être bonne à la fin. Puis là, t'arrives, tu finis ta course, la bière est même pas bonne, t'as même pas le goût de la boire. c'est quand même drôle, mais au moins, ça t'a motivé à finir. Ah oui, exact. Moi, je me rappelle au Gaspésie, quand j'ai fait le 100 quelques kilos, je me rappelle avoir pensé pendant 25 km. Puis tu sais, c'est même pas tant l'attrait de la bière, je pense que c'est juste le symbole du finish. Exact. Voilà, c'est ça. Si je vais finir, je vais m'asseoir, je vais prendre une bière. Puis ça faisait comme 50 kilos que je buvais, que je mangeais plus. Clairement, j'ai pris 2 gorgées, j'ai fait ça passe pas. Puis il y a jamais eu de bière d'après course, mais si c'est ça la motivation, peu importe ce que c'est. Mais je pense que la diversité, ça peut former comme des bons athlètes. Fait que je prône ça. Bon, c'est sûr que un moment donné, moi j'entraîne des gars qui font du 1500, du 3000, du 5000. Si tu veux être bon sur 1500, il faut que tu t'entraînes pour le 1500. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, passer un certain range, passer 42, 50, 80, 100, ben là, c'est ça, ça devient une autre game. Fait que tu peux varier un peu puis t'amuser. Puis moi, je fais pas d'argent avec ça. C'est toujours le fun que je préconise. Fait que je me dis, bon, aller faire des expériences par-ci, par-là, c'est quand même le fun. Je trouve ça intéressant. Fait que cette année, j'ai dans ma tête mon 100 kilos route. L'année prochaine, ça sera peut-être le 100 kilos de Javelina. Probablement que ça va être ça. Ou le Black Canyon. J'aimerais ça. Faire ça aussi. Fait que ce sera un autre bulle au cerveau qui va passer. Tu te laisses guider par tes bulles au cerveau. Exactement. Ouais, exactement. Jeff, c'est ton 3e passage au podcast. Puis les 2 autres fois, je t'ai posé la question parce que je sais que t'es aussi un geek de trail. T'aimes suivre les courses à l'international, voir qu'est-ce qui se fait. Ouais, toujours. Puis les 2 fois, je te demandais c'est quoi ta course bucket list. Puis c'était Madère. Tu me disais, moi un jour je vais aller à Madère. Ouais. C'est fait. Je sais que tu vas y retourner, mais là maintenant, c'est quoi la bucket list race? Ben là, ce qui me trotte dans la tête, là, ça va être le Tour des Géants. OK. Ouais. Wow. Fait que probablement l'été prochain. Nice. Ouais. Fait que j'avais dit, je m'étais comme mis un peu en tête que j'allais faire ça à mes 30 ans. Mais là, dans le fond, cet été, comme j'ai eu des problèmes de digestion l'été passé, je m'ai comme dit, je vais me prendre un certain temps pour comme voir ce qui se passe puis essayer de corriger ça. Puis là, le 200 mètres m'intéresse. OK. Puis là, tant qu'à faire, ben je vais faire le plus iconique, je pense, là, des 200 miles, le Tour des Géants. Donc je pense que ça va ressembler à ça pour 2024. C'est quoi les stats Ben là, c'est parce que les stats officielles ou officieuses? Sur le site, c'est 330 kilos puis 24 000. Ouais. Mais c'est jamais ça. Okay. Officieux, c'est comme quasiment un 20 kilos de plus, là. 340, 350 puis 27 environ. Ouais. Ouais, 27 000, ouais. Dans ce coin-là. À peine. Puis c'est vraiment costaud, là, ouais. Fait que tu traverses, tu fais le tour de la vallée d'Aos, là, du côté de Courmayeur, le Mont-Blanc. Là. C'est gros. Cet été, après l'UTMB, moi, on partait de Courmayeur puis on se rendait jusqu'à Milan, fait qu'on traversait
au complet la vallée d'Aos. Puis tu sais, quand t'es fan de trail, tu sais ce qui se passe autour. Puis il y avait Martine Marois qui partageait son trip à passer l'été là. C'est long en char. Je veux dire, je vais être le mononcle qui dit tout le temps hey, tu fais des 100 kilos, ça va être long en char. Mais la vallée d'Aos, je veux dire, tu veux quantifier la distance, puis t'es dedans en voiture, puis t'arrêtes un dépanneur gazé, puis tu continues, puis tu continues, puis tu continues. Puis ça arrête jamais, puis tu te dis, il y a du monde qui font le tour, tu sais. Fait que, impressionnant. Les gars, avant qu'on termine, il n'y aura pas de questions éclairs et tout ça, vous les avez déjà faites, mais j'ai le goût de me retourner vers vous. Charles, c'est quoi la question que tu as le goût de poser à Jeff? Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bon ça, c'est une bonne pogne. Je vais y aller selon mes préférences à moi. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses que tu vaux sur un 100 km d'asphalte? Le record du Québec, c'est 6h36, je crois, à 3,58 du kilo. Vas-y. Ouais, c'est dur à dire parce que justement quand on a fait le tour de l'île, c'était 67 c'était juste un peu en bas, c'était dans le fond c'était la moyenne du 100 kilos, je pense, c'était comme ça, 3,58. Puis on s'était, tu sais, sur le moment on était comme dit ben là tu rajoutes comme 33 kilos. Tu sais, j'avais l'impression d'être en forme pour, mais c'est sûr ça se passe pas comme ça là, tu sais. Tu dis 33 kilos de plus pas tant, mais c'est comme la moitié du tour de l'île. Fait que c'est vraiment dur à dire là, mais t'es à 4,5, 4,10, ça t'sais, en fait dans le fond tu sais moi j'aime les ultras, fait que je m'entraîne pour des ultras, mais tu sais si j'avais comme la passion de m'entraîner pour un marathon autant que j'ai la passion pour le trail, c'est sûr je pourrais faire quelque chose de quand même bien, mais c'est juste que j'aime ça faire des longues, des 100 miles. Fait que je pense que si je m'entraîne en conséquence pour un 100 kilos, ben, c'est quoi le... 3,58. 3,58, ouais. Puis ça donne 6h36. 6h36, ouais. C'est le record du Québec qui tient depuis... Fin des années 70. C'est fou, hein. Faudrait l'essayer, mais en bas de 7 heures. Ouais, je pense qu'avec l'entraînement... Toi, tu vises quoi, en Virginie? Moi, je viserais du 4,05. Ben, en bas de 4,12. Ça fait 6h59, c'est 4,12 kilos. Fait que je viserais... Sub-7, ouais, sub-7, je pense que c'est faisable. Mais, tu sais, faut que t'adaptes l'entraînement, c'est sûr. Mais, ouais, c'est plein de projets qui te tournent dans la tête, là. Il y en a toujours plein. J'espère que je te l'ai mis dans la tête. Voilà. Ouais, peut-être. T'as déjà bien fait, Charles. Jeff, t'as-tu une question pour Charles? Ouais, c'est une bonne pogne. Est-ce que t'as le goût un jour d'essayer vraiment comme je dis un peu le Tour des géants un jour? J'ai déjà eu dans la tête de faire des 200 aussi, en voyant comme des Francis Picard le faire et tout. Puis Yvan Lheureux qui fait des affaires qui n'ont pas de bon sens. Oui, ça m'a déjà tenté. Ça me tente encore un peu, mais des fois, je finis un 100 miles, puis je suis comme, peut-être pas, finalement. Mais tu sais, 2 jours plus tard, tout le monde est comme ça, il veut s'inscrire à un autre 100 miles et tout. Je dirais plus le non que le oui présentement, parce que j'aime ça plus comme la vitesse, je pense. Ben, entre guillemets, là. Comparé, mettons, à toi, des fois, c'est pas de la vitesse, mais je dirais non pour l'instant, mais ça m'est déjà trotté dans la tête, puis peut-être que dans le futur, ça va revenir comme une bulle au cerveau que je parlais tantôt. Mais oui, tu sais, des Triple Crown, des trucs comme ça pourrait être intéressant On parlait de roulant tantôt, ça reste que les 3 200 000 de Candice, le Triple Crown of 200, ces 3 courses-là sont quand même, mais je pense Bigfoot non, mais les 2 autres sont quand même très roulantes. Le ratio est... peut-être pas 3, mais mettons Moab. Enfin, une là-dedans. Moab, 240. Ouais, peut-être que ça m'intéresserait honnêtement, parce que j'ai été dans cette région-là plusieurs fois, puis c'est exceptionnel, c'est tellement beau, c'est des belles trails roulantes, c'est un endroit que j'apprécie énormément dans le monde, fait que peut-être que ça oui, mais je vais passer mon boss de marathon avant, que je veux vraiment briser 2,30. Puis je pense pas que tu peux faire 2,30 si tu t'entraînes pour un 240 000. Faut faire des choix fait que je vais briser ça dans les 2 prochaines années. J'en suis convaincu. Puis après ça, je vais passer sur d'autres choses. Intéressant. Mais pour ajouter, je pense que
sais, moi, ça fait 10 ans que je fais des ultras, puis je pense que c'est pour ça aussi que j'en fais encore, là. Ça fait 10 ans que j'en fais, puis là, je parle encore d'objectifs, puis de plein de trucs qui me tournent en tête. Puis là, on parlait du Triple Crown de 200. Après ça, il y a le Grand Slam des 100 miles. Tu sais, il y a tellement de... c'est tellement diversifié la course, tu sais, juste le sport de courir, là, ok, je cours, mais qu'est-ce que tu fais, tu sais, tu peux faire du 100 mètres, puis tu peux faire du 200 miles, du 888 km. Ouais, aussi, fait que, tu sais, c'est pour ça que la passion, moi, elle reste, puis comme, t'as comme tout plein de trucs en tête, pis le Grand Slam, ça serait cool, mais tu sais, il faut que tu te dédies un été complet à faire ça, là. T'as comme faut que tu sois très chanceux aussi. C'est à 2-3 semaines d'intervalle, pis t'en as comme 6. Fait que, puis autant le 200, là, c'est comme à 6 semaines. Là, sont moins payés, on peut redistribuer dans l'année, mais ça reste que c'est 3 courses de 200 000 en 4 mois, là. Ouais, c'est ça, fait que... C'est pour ça que je pense que la passion elle reste, il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est ça, il y a toujours quelque chose de plus. Il y a toujours des nouveaux événements aussi qui pop là. Ben oui. Moi, je pense que je vais essayer de challenger Yvan Lheureux puis me partir un backyard, mais comme 30 minutes, 5 km sur 24 heures le plus vite que tu peux, à chaque fois. Ça serait épique quand même, ça attirerait une autre clientèle. Clairement. Pourquoi pas? Il y a plein de modèles de course, puis c'est ça qui arrive avec les backyards, c'est que là, c'est plus juste un point A, un point B avec une ligne de départ d'arrivée, c'est que là, il y a des formats de course qui sont complètement éclatés, puis c'est ce qui est beau, là, c'est qu'à chaque semaine, j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui pop, puis plus il y a de monde dans la communauté, puis au Québec, la communauté est en pleine expansion, plus il y a de monde créatif qui ont des idées un peu débiles, puis plus il y a d'autres débiles qui embarquent. Puis je dis débiles avec tout le respect, là. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, mais... Il y a des backyards dénivelés maintenant en Europe. Ah oui, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est intense, là. Le dénivelé, tu veux dire... Ben, dans le fond, c'est comme... c'est un genre de King of the Mountain. Là, c'est un peu comme ils ont fait au Transvalley l'an dernier. Pas juste un 6.7 avec du dénivelé. Non, c'est comme... T'as une loupe, là, qui est arbitraire, mais c'est vraiment une loupe de dénivelé, puis faut que tu fasses le plus longtemps possible, là. C'est le last man standing, là. Ouais, c'est des beaux modèles de course. Voilà voilà. Fait que Jeff, on va te souhaiter un bon Mont Washington Road Race, un bon QMT, on va suivre ça. Charles, on va souhaiter un bel été de préparation jusqu'à Kakuna, mais avant ça, il y a un mariage. Fait que félicitations de la part de moi et de tous les auditeurs, je suis certain. Félicitations, c'est beau à voir, vous êtes beaux à voir ensemble. On arrive tranquillement vers ma période, moi, de l'année où je vais peut-être prendre plus de pauses parce que le Festival d'été de Québec s'en vient, c'est là que je travaille, puis c'est une période vraiment intense. Déjà, là, la semaine prochaine... programmation. Oui, quand même, hein, ben merci. Bien joué. Que c'est pas moi qui a fait, mais on a une belle équipe. Fait que déjà, dimanche prochain, pas dimanche prochain, mais mercredi prochain, il y aura pas d'épisode. Par contre, samedi prochain, donc dans 9 jours, c'est la Western State. Vous le savez, Nicolas Dan et moi, on est des geeks. Fait que pause la semaine prochaine, mais pas une vraie pause parce que dans le fond, le dimanche, on va faire un live de retour sur la Western State qui va s'être passé la veille. Après ça, 2 ou 3 épisodes pour closer la saison printemps-été, puis après ça, on prend une petite pause, mais Western State s'en vient, ça va être malade. On a une idée des Québécois qui sont là? Ben, Québécois, il y a Guy Doiron, qui est un Québécois. Je pense qu'il vit de l'autre bord de la rivière, donc il est officiellement ontarien, mais il est dans la communauté trail du Québec, il fait des courses au Québec, donc Guy, que tu sois Québécois ou pas, tu comptes dans ma liste des Québécois à surveiller à la Western State. Puis sinon, il y a Mathieu Blanchard, qui est un des favoris, puis avec Adam Peterman, le gagnant de l'an dernier, qui malheureusement sera pas de retour, ça ouvre complètement le field. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de champion en titre qui revient pas à la Western. L'année passée, Jim n'était pas là, Adam Peterman a pris le titre. Là, cette année, Aiden Hawks l'an passé a très bien fait. Ça serait pas surprenant qu'il l'emporte, mais Mathieu, je pense qu'il est en excellente shape. Tom Evans est là, non? Tom Evans est là. Il y a un gros field. Tu sais, c'est la Western State, là. Je veux dire, il y a 10, 15, 20 personnes qui peuvent le gagner. Puis du côté féminin aussi, Courtney, c'est Courtney. Mais la Western, c'est un modèle très rapide. Il y a d'autres coureuses qui vont pouvoir la challenger. Fait que ça va être bien intéressant à suivre. Fait que pause mercredi. Mais on se reparle dimanche pour un live avec Nicolas Dan. Fait que c'est ce qui s'en vient pour pas sortir du bois. Charles, Jeff, merci beaucoup d'avoir été là. Un grand plaisir. Vous connaissez l'expression, j'en mets 304, fait qu'à un moment donné, vous allez revenir. C'est un Donc, plaisir. Comme d'habitude, je remercie Noctem, notre partenaire de bière. Il était bonne? Excellent. Ouais, super je pense qu'on a bien bu, c'était bien le fun. Capé 1 aussi, qui est le partenaire de café. NAC, qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Yes, sir!